Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Cornario. Salut Thierry. Bonjour, très heureux d'être ici. Ben, merci, c'est gentil. Donc Thierry, tu as multicasquette, tu es conférencier, tu as été dans l'entrepreneuriat et tu es aussi ultra trailer sportif de haut niveau élite, comme on dit. J'en oublie peut-être, mais avant ça, comment tu te définirais pour un enfant de 5 ans? Comment tu expliquerais ton métier et ta vie d'aujourd'hui? Alors, mon métier actuellement, ou plutôt à l'époque, bon, j'étais effectivement entrepreneur, mais maintenant, je dirais que comme je suis passionné, pour un enfant de 5 ans, c'est dire j'ai la chance de vivre ma passion et de la vivre au quotidien, de la vivre en permanence et de faire des projets qui me font vibrer et qui me plaisent au quotidien, qui me disent quand je me lève, ben, je vais m'entraîner ou je vais préparer un projet. Ça, c'est quand même un réel avantage. Donc, je lui dirais plutôt comme ça que des mots techniques ou élite ou plutôt ultra trailer. Ça va pas lui parler. Mais plutôt lui dire, ouais, voilà, j'ai la chance d'avoir des passions et de les assouvir au quotidien. Ça parle pas déjà à certains adultes, donc on va pouvoir Ouais, c'est sûr. donner la définition et toutes les informations Mm. là-dessus. Deuxième question qui te poserait, ce serait quoi du coup ta journée ou tes semaines, elles ressemblent à quoi? Alors, ça dépend des moments. Je dirais quand je prépare une compétition, la journée elle est bien cadrée parce que ben, je vais avoir un rythme d'entraînement qui va, enfin, je veux dire, dans la semaine, j'ai mes rythmes d'entraînement journaliers qui sont préétablis avec mon coach de façon à pouvoir être efficace et être prêt le jour J. Là, plutôt actuellement, c'est dans la préparation d'un projet, c'est pas compétitif, c'est autre chose, on en parlera peut-être après, mais là, plutôt, c'est gérer le quotidien, le besoin administratif, technique, enfin, divers sujets en permanence, quoi. Là, j'ai laissé un peu tomber le côté physique, mais je vais y revenir très rapidement. Il va falloir. Ah oui, impérativement. On va parler de ce projet de vie qui est hyper stimulant. Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir partager ça et de pouvoir le faire partager parce que c'est vraiment un projet de vie dans plusieurs sens du terme. On va revenir à toi, enfant, qui tu étais, comment tu étais enfant. J'étais pas un enfant, je dirais, modèle, au point de vue scolaire, parce que j'avais pas la phobie de l'école, mais c'était pas mon plaisir, quoi. Être assis, peut-être c'est ça le sujet, principal, c'est être assis sur des bancs, d'école, c'était pas trop mon truc. J'étais mieux quand j'étais dehors, dans la nature, en train de faire du sport, ça là, j'étais bien, mais ou même quand j'ai été, plus tard, dans la partie technique, en apprenant un métier. Là, oui, j'étais dans l'action, ça me parlait plus que de rester assis et j'étais donc un enfant, scolairement, content quand il était dehors et ensuite, beaucoup de sport, j'ai joué au rugby, j'ai joué au rugby à 15 et à 13. J'ai fait même d'autres sports, j'ai même fait du foot, j'ai fait du handball, j'ai fait du basket. J'ai fait plusieurs sports en ayant une préférence quand même sur les métiers du ballon ovale, enfin Hmm. les sports du ballon ovale, Et sport co, ouais, les sports naturellement. co. Par contre, beaucoup de sports co, très peu de sports individuels. J'ai jamais fait d'athlétisme, par exemple. Non, non, j'étais plutôt vraiment sur le sport co, le partage avec les copains, l'esprit d'équipe, ça, c'était important pour moi. Ça a démarré très jeune du coup, cette Oui, envie oui, de sport? mon père entraînait déjà Mhm. des équipes de rugby, donc j'allais le voir et en même temps, je m'intégrais un peu, même si j'avais pas forcément l'âge, des 6 ans, même peut-être un peu plus tôt, j'allais m'intégrer dans le club et j'allais faire quelques entraînements, même si j'étais pas en âge de le faire. Donc vraiment très tôt, j'étais baigné dans ce sport. D'accord. Tu parlais de ta scolarité où tu n'as pas été l'enfant modèle, mais ça, c'est qu'une anecdote, on va dire, euh, parce que ça t'a mené à beaucoup de choses. Tu peux en parler un petit peu de ton adolescence, de ce que tu as fait, ce que tu as vécu au-delà du sport? Au-delà du sport, bon, j'ai suivi un cursus, dans les métiers de l'électrotechnique. C'est ce qui était un peu ce que je voulais faire, le métier d'électricien, au sens plus large du terme, et puis, très rapidement, hein, parce que après l'adolescence, dès que j'ai fini, que j'ai eu mes examens, j'ai travaillé, mais très rapidement, je me suis installé à mon compte. Dès l'âge de 20 ans,
j'ai créé mon entreprise. J'ai créé mon entreprise pendant, presque 25 ans, 23 ou 24 ans même, mon entreprise est, dans le domaine de l'électricité et de la climatisation. Donc, peut-être que j'avais pas les prédispositions pour rester sur les bancs de l'école, mais, j'étais bien obligé d'avoir quand même quelques aptitudes et me former, pour pouvoir devenir un chef d'entreprise. Alors au début, c'était sur la partie technique, hein, donc c'était effectuer des chantiers, avoir un relationnel avec clients. Mais après, quand, l'entreprise elle se développe et qu'elle devient un peu plus importante, eh beh, c'est sur d'autres sujets. J'étais obligé de créer donc, des équipes et il faut les manager. Ces gens-là, faut leur expliquer, il faut avoir les bons mots, voilà, il faut manager et ça, c'était très important pour moi et donc à ce moment-là, beh, j'ai fait évoluer pendant quelques années mon entreprise, jusqu'à 12 ans de ça où, j'ai pris la décision de vendre mon entreprise, pour plusieurs raisons, hein. La 1 c'est que c'était une opportunité. La deuxième c'est que j'avais envie de vivre, autre chose, avec ma passion grandissante et puis, j'ai voulu rester aussi, dans cette entreprise, pour accompagner les gens qui ont œuvré pendant, certains plus de 20 ans avec moi, pour les aider à se développer, à prendre des fonctions dans l'entreprise, les accompagner quelque part et c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années, jusqu'à il y a presque 2 ans là, où j'ai carrément arrêté pour mon projet, de vie, quoi. Alors il y a plusieurs questions qui m'arrivent, suite à ce message. Comment tu as fait pour, faire vivre, ta passion, qui est aujourd'hui, ton activité à temps plein, le sport, dans ce monde de l'entrepreneuriat? Parce qu'on le sait, tous, du moins tous ceux qui ont essayé, l'entreprise, c'est un boulot à plein temps, Mmh. l'entrepreneuriat, c'est 2 boulots en un. Comment tu as fait pour, mêler tout ça dans ton agenda? Pour moi, je pars toujours du constat que, la vie, c'est un équilibre. Il faut trouver son équilibre. L'équilibre, il est d'abord, familial, parce que ça, c'est la base, je dirais, que ta famille que tu sois équilibré au sein de ta famille. Il y a aussi, l'équilibre, professionnel qui est prédominant parce que, beh, c'est important quand même de travailler dans une vie, d'humain. C'est vraiment très important et l'équilibre personnel. Donc l'équilibre personnel, c'est un peu un moment d'égoïsme, c'est quelque chose que tu vas faire pour toi. C'est ce que moi j'ai trouvé en faisant de la course à pied. J'ai trouvé mon exutoire quelque part, au bout d'un certain temps et trouver cet équilibre, c'est aussi, se mettre en capacité qu'il y ait pas un qui soit plus fort que d'autres et dans ces 3 thématiques, hein, la famille, le perso et le professionnel. Donc c'est très important de trouver le moment de faire les choses. C'est-à-dire, que quand je m'entraînais, pendant quelques années, surtout quand les enfants étaient petits, je m'entraînais, quand ils dormaient par exemple. Pour être prêt, dès le matin quand ils étaient au petit déjeuner pour faire des choses avec eux, les accompagner dans leur activité ou, être avec mon épouse et faire des choses ensemble. Ça c'était important, de trouver des équilibres. J'avais fait ma partie, sportive, mon entraînement quotidien et en même temps j'avais, aussi, pas laisser tomber, toutes les activités, familiales, voilà. Ça c'est dans mon organisation et puis, c'est pareil pour l'entreprise, peut-être que dans l'entreprise, je faisais des choses, dans toute la semaine, qui correspondaient au planning que j'avais. Mais par contre, le week-end, comme, je travaillais pas, je mettais des doses, plus importantes, hein. C'est-à-dire que, les entraînements, ils étaient peut-être moins importants la semaine, mais ils étaient réguliers malgré tout, dans des horaires qui convenaient à mon planning, professionnel. Mais la semaine, je mettais les bouchées doubles pour, compenser et pouvoir être, performant, dans mon sport. À côté du sport, donc ton entreprise que tu as créée, dans l'électrotechnique, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneur? On dit qu'on ne naît pas, on le devient. Qu'est-ce qui t'a éveillé cette flamme de vouloir créer ta boîte? Peut-être l'envie encore, toujours pareil, hein, je pense que ça m'anime depuis toujours petit, voir si je suis capable de faire les choses. Ça, je crois que c'est un peu ce qui me caractérise, être, un challenger, me dire: même si ça marche pas» parce que j'étais pas quand même, j'avais quand même un peu d'humilité. Je voyais qu'il y avait des difficultés, je savais que ça allait être compliqué mais je me disais, Si ça marche pas, c'est pas grave, ça va me donner je vais acquérir une expérience pendant ces années d'entrepreneuriat donc je vais me donner les moyens de réussir. Je vais me donner les moyens d'aller au bout de ce que je fais, hein, mais par contre, c'est une expérience donc si ça ne marche pas, c'est pas très grave. Au final, ça me donnera une expérience, dans la vie donc c'est pour ça aussi que j'ai tenté le coup, très jeune, à l'âge de 20 ans donc et que bon, en se donnant les moyens, je me suis rendu compte aussi que,
ça peut que ne fonctionner. Si l'énergie, tu la mets, pour réussir, il y a de fortes chances que ça va le faire, hein. Il y a pas de souci là-dessus, mais bien sûr, il y a aussi des aléas. Il peut y avoir des aléas, il y a les difficultés du quotidien, il y a aussi l'orientation que tu veux donner à ton entreprise. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, beh, tu es ton propre, chef et puis tu prends tes propres décisions. Maintenant, quand tu, crées un noyau avec une équipe, là, c'est autre chose, c'est du management. Donc là, c'est là que les difficultés peuvent apparaître et bon, beh, jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé. J'étais peut-être même mieux, dans l'accompagnement et dans le management que quand j'étais tout seul peut-être parce que, beh, peut-être que c'était ça justement, c'est ma vocation, dans l'entrepreneuriat, c'était d'accompagner les gens, au quotidien. Tu as connu toutes les strates, de solo à un groupe, à un collectif. Exactement. Parce que pour faire un peu l'histoire de ton entreprise, vous êtes arrivé à combien de personnes avant que tu la vendes? Bah, avant que je la vende, on était à peu près 25. Quand je suis resté les 10 ans, on est monté jusqu'à 50. Donc voilà, on est, beh, tout seul, je suis passé à 25. Déjà, c'était quand même c'était une belle entreprise. Et après, beh, j'avais les rênes et l'opportunité avec le groupe que j'avais intégré pour pouvoir les développer. Ils m'ont laissé faire. Parce que bon, bien sûr, avec surveillance, mais ils m'ont donné les outils pour pouvoir beh, manager une cinquantaine de personnes. C'était une expérience supplémentaire. Là, encore une fois, c'était aussi un challenge pour moi. Mmh. C'est ce que j'avais envie d'ailleurs, parce que je ne savais pas si j'étais capable de pouvoir intégrer un groupe en ayant vendu et y rester à l'intérieur avec par moments des contraintes, certes, mais parce qu'on a des habitudes quand on est entrepreneur et qu'on est tout seul à prendre des décisions. Là, il faut en référer, il faut. Mais au final, non, non, ça s'est plutôt bien passé, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que je ne savais pas si ça allait fonctionner. Et ça a bien marché et puis voilà, j'ai trouvé que ça, vraiment très intéressant, d'avoir une autre vision, de l'entrepreneuriat, peut-être à une plus grande échelle et d'ailleurs, j'ai appris énormément de choses pendant ces 10 ans. C'était chouette, Oui, c'est vrai que les transmissions d'entreprise, ça se passe pas tout le temps bien. non? Généralement, c'est assez court, c'est 6 mois, 1 an. Toi, tu restais, plus de 10 ans Oui, au final, donc tu as oui, connu chef d'entreprise, manager et puis dans l'accompagnement, on va oui. dire, ou dans la structuration. Ça a été vraiment 3 étapes, différentes et 3 étapes, importantes de ta vie. Comment tu pourrais les comparer si tant est que ce soit possible? Bah, c'est difficile, oui, parce que quand on est, la tête dans le guidon, on a bon, bien sûr, on voit ce qui se passe, mais on est tellement, focus sur nos objectifs, sur, notre envie de développer que, ben, il y a forcément des mauvais moments, mais il y en a aussi des bons, et on se rappelle que des choses qui nous intéressent quelque part et puis ça d'ailleurs, c'est un peu la vie ça, de se rappeler tant mieux, heureusement que c'est fait comme ça, mais je dirais que moi, la partie, accompagnement je dirais accompagnement et plutôt, incorporation dans un groupe, ça a été, ça a été très intéressant. Ça a été très intéressant parce que, quand on est seul en tant que chef d'entreprise, ben, on a des décisions à prendre. C'est le rôle du chef d'entreprise de prendre des décisions et de se donner les moyens, beh, d'arriver à son objectif par rapport à ses décisions. Alors là, dans un groupe, on a des décisions. Bien sûr, on est contrôlé, on vérifie qu'elles soient viables avec le groupe, mais quelque part, on a cette sécurité parce qu'on n'est pas tout seul à prendre des décisions. C'est-à-dire que même si on fait des erreurs, il y a des garde-fous derrière et ça, c'est quand même, c'est pas négligeable, hein, parce que, beh, c'est nous-mêmes qui devons, quand on est chef d'entreprise, beh, téléphoner à notre banquier pour lui dire: «Bon, ben là, je vais avoir un petit décalage parce que j'ai un chantier qui n'a pas été encore, réglé, donc il faudrait décaler». C'est pas des moments, très faciles, alors que quand on intègre un groupe, je dis pas que c'est des philanthropes, loin de là, hein, mais au-delà de ça, on a quand même cette aide parce qu'on a des gens qui s'occupent de ça à notre place et qui vont faire un peu cette relation et qui vont nous aider dans notre quotidien qui va être seulement que le chantier se passe bien, que nos clients soient satisfaits et que notre personnel continue à se développer. C'est quand même plus simple, je dirais, que quand on est seul face à toutes les problématiques d'un chef d'entreprise. C'est autre chose, c'est différent. Mais les 2 sont intéressants, mais peut-être que j'étais à un moment donné dans une phase où, il fallait que je prenne une décision. C'est, où on explosait, il fallait qu'on prenne une réorganisation totale ou alors, beh, je vende parce que, pour la faire développer, il fallait peut-être prendre d'autres décisions. Bon, moi, j'ai pris cette décision, bah, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'était une opportunité. Je l'ai eue et en même temps, je pensais que c'était le moment de développer aussi.
Je pense que l'entreprise était arrivée à un stade où il fallait justement organiser pour commencer à sectoriser, pour être plus performant dans notre quotidien. On sent à tes côtés que tu as pris beaucoup de plaisir sur cette, dernière phase, on va dire, une fois que tu as été racheté, une sorte de légèreté, je ne sais pas comment ça se retranscrit, même si c'est Un pas peu toujours ça, oui, simple. oui, c'est ça, Ouais, ouais, la légèreté, il y a quand même des contraintes, hein, je te dis, ouais. malgré tout, mais effectivement, et alors à ma grande surprise, je dirais, parce que je le répète, mon tempérament, je le connais et je me suis dit: «Est-ce que je vais être capable de m'adapter comme ça?» Et puis en fin de compte, je crois que oui, je me suis pas mal adapté, au vu des remarques que j'ai pu avoir et comment ça s'est passé pendant un certain temps, pendant ces 10 ans, disons. Oui, oui, je pense que j'étais un soulagement et puis encore une fois, je me faisais plaisir en faisant évoluer les gens qui en avaient envie, qui en avaient l'envie et les capacités. Parce que tout le monde, n'est pas égaux, Mmh. dans ça. On a des fois des envies, on n'a pas c'est pas les capacités du moment, ça peut venir un peu plus tard. Là, les gens qui avaient envie d'évoluer au sein de l'entreprise, ils ont pu le faire, hein. J'ai une grande fierté de me dire que la deuxième agence que j'ai créée autour de Toulouse, le chef d'agence actuellement, c'était un de mes apprentis et ça, c'est une grande fierté de se dire ça. Il le méritait, hein, amplement et il avait pas besoin de moi, c'est pas grâce à moi, mais quelque part, je me dis que, je l'ai accompagné dans ce cheminement et ça, c'est chouette, c'est valorisant, de se dire que bon, il a œuvré avec moi, il m'a permis d'en être où c'est que j'en suis et maintenant, c'est à moi de lui rendre un peu la pareille. Dans ton parcours de vie, ça se ressent que tu aimes vivre, avec les autres, pas grâce, mais avec les autres. Oui, oui, je pense que ça devrait être le parcours de vie de tout le monde parce Mmh. que, on n'est pas tout seul, hein. Sinon, je vais sur une île déserte et puis je fais ma vie, mais il y en a pas beaucoup On d'ailleurs, mais on va en parler parce ouais, que tu ouais. as fait 2-3 excursions, Mais solo quand même. j'avais besoin à un moment donné quand même je reviens encore sur cet équilibre, j'ai besoin à un moment donné de me recentrer sur moi-même et d'être quelque part un peu égoïste. Mmh. Et je pense qu'on a besoin de cet égoïsme, de se recentrer un peu sur nous pour être mieux, même dans sa tête, dans sa vie, je pense que c'est important, quoi. Même si je suis ouvert aux autres, j'ai besoin à un moment donné de toucher des projets, personnels. Se nourrir soi pour nourrir les autres. Ah oui aussi, oui, oui et pour arriver, plus détendu. Est-ce que le fait d'avoir vendu, la société, ça t'a permis de justement avoir plus de temps pour, ton projet de vie et ta passion pour le sport? Forcément un peu plus parce que j'avais moins de contraintes certes, mais même si j'avais des responsabilités et je tenais à les respecter, parce que c'était quand même la moindre des choses. Mais c'était un peu le deal dans la vente quoi, de me laisser un peu plus de temps, pour assouvir un peu ma passion, voilà donc j'ai pu grâce à ça, m'inscrire sur des courses que j'aurais pas pu faire, auparavant, hein, parce que même si j'en faisais beaucoup, c'était pas aussi important que quand j'ai vendu donc c'est sûr que ça m'a laissé un peu plus de temps. Mais au final, on tournait toujours autant, on faisait de très bons résultats donc je me dis que ça a pas pâti à Ça marchait? ça marchait bien. Ça marchait bien, oui, parce qu'encore une fois, on crée une dynamique. On crée une dynamique, on crée, aussi, une cohésion avec le groupe, avec les gens qui m'entouraient, ils savaient très bien que cette passion était importante pour moi et voilà, c'était pas un problème, je pense. Et donc à partir de 2009, il y a 15 ans, tu as eu un premier er record, donc tu as fait, les différents sport co que tu as arrêté assez vite pour te Ouais, consacrer à la alors oui, course quand oui, même? quand je me suis installé, très vite, j'ai arrêté, quoi. Je m'étais inscrit dans un club, mais j'ai été obligé parce que c'était compliqué si je me blesse, là, il y a plus personne Club qui, de rugby? ouais, de rugby, mais voilà, j'ai arrêté. J'ai une petite blessure et puis après, je me suis dit: «Bon, mais si je Mmh. continue, Ça te ça peut être questionne sur ton préjudiciable». équilibre? Voilà, voilà, Ouais. ça va être préjudiciable. Donc Mmh. pendant une quinzaine d'années, j'ai plus fait de sport. J'ai un focus sur l'entreprise pour y arriver, pour réussir, voilà, pour mettre en capacité, totale sur l'entreprise. Donc beaucoup d'énergie, là-dessus. Et puis au bout de 15 ans, d'entrepreneuriat, j'ai dit: «Voilà, il me manque quelque chose. Il faut que je». Alors le rugby, c'est fini, hein, j'étais trop vieux, mais il faut que je fasse un sport, quoi. Et puis, c'est à ce moment-là que je me dis, «Mais tu rêves de faire un marathon, donc ce qu'il te faut faire, hein, c'est t'inscrire sur le marathon de New York. Il te fait rêver depuis des années, donc là, c'est facile, hein. Tu prends ton PC, à l'époque, c'était facile, maintenant, c'est plus compliqué, mais à l'époque, en 2001, quand moi je m'inscris, je prends mon PC, inscription, je paye, ta carte bleue et là, c'est C'est simple. encore accessible, Ouais, les c'est marathons? accessible, ouais, maintenant il faut 2 ans, il paraît, pour s'inscrire, c'est compliqué, mais
Mais là, c'était facile. À quelques mois de partir, je pense à 6 mois de partir, je m'inscris, ou même peut-être un peu moins, à 4-5 mois peut-être. Et Et t'avais pas encore commencé ta ah prépa? non, j'avais pas commencé ma prépa. Ouais. J'ai dit maintenant que je suis inscrit, il va falloir que je me prépare. Ouais. Donc là, je me suis mis dans un club et quand je suis arrivé, je n'osais surtout pas dire que j'allais faire un marathon. Donc je prenais des informations, je commençais à m'entraîner. Puis plus l'échéance s'approchait, puis là, je commençais à dire comment on se prépare. Oh, tu n'en es pas encore là pour un marathon, il te faut quand même quelques années. Il te faut d'abord commencer par un 10. J'avais du mal à leur dire que j'allais commencer par un marathon, quoi. Et donc, jusqu'à la fin, ils n'ont pas su. Ils ont su juste peut-être la dernière semaine avant que je parte, parce que ça a dû fuiter, mais je gardais bien le secret. Et puis, effectivement, ça a été super parce que j'ai fait ce premier marathon très rapidement. J'ai fait le marathon de Paris. Qui s'est bien passé, au Bah, il s'est bien final. passé, oui, oui, mais 4 le mois de... temps, il n'était pas extraordinaire, mais Mais 4 mois, t'as tenu 42 km. ouais, voilà, j'ai tenu 42 km, je me souviens plus le temps, mais il était très très loin. C'était pas extraordinaire, mais peu importe. D'abord, je suis parti à fond parce que j'avais aucune notion et je suis parti à fond, je doublais tout le monde. L'adrénaline. L'adrénaline, l'envie, l'émotion du moment. C'est New York, hein. Donc, trop vite, quoi. Et à un moment donné, quand je suis arrivé à Central Park, là, ça le faisait plus. Là, j'étais cuit, vraiment très cuit. Et là, j'ai marché pendant longtemps parce que j'en pouvais plus, quoi. Et puis, bon, une belle expérience. Alors, pas sur le moment, hein, quand sur le moment, plus jamais, comme tous les Mm. marathons d'ailleurs. Plus jamais, c'est fini, ça. C'est trop dur. Et puis, dès qu'on a le lendemain, on se dit, ben, je pourrais quand même en faire un autre. Et très rapidement, l'émulation avec les copains, bon, on va faire celui-là de Paris. Il était quelques mois après. Voilà. Et puis, après, c'était l'occasion pendant quelques années de faire des marathons. Donc, un coup, on visitait des capitales. En même temps, on s'entraînait avec les copains. C'était ça. Et puis voilà, et moi j'avais toujours dans la tête aussi de faire d'autres courses, de faire autre chose, de faire des courses un peu différentes. Et en 2004, justement, j'étais sur le marathon de Londres. Et là, avec un copain, j'ai dit, mais moi je rêve de faire le marathon des sables, quoi. J'ai dit, il me dit, mais moi aussi. Ben écoute, ben, on va s'inscrire, on va se préparer, hein. Et voilà, et en 2005, on fait le marathon des sables, quoi. Tu peux expliquer ce que c'est, le Le marathon des marathon des sables? sables, c'est 250 km dans le sud du Maroc. C'est une course à étapes. Donc, on fait 250 km. Il y a plusieurs étapes, donc avec plusieurs distances. La plus longue, elle fait 80 km. C'est l'étape dite longue où on a 2 jours pour le faire. Où les seuls vêtements qu'on aura, les seuls denrées alimentaires et nos duvets, ce qu'on aura de toute la semaine, c'est dans un sac à dos qu'on porte toute la semaine. Donc, il fait entre 7 et 20 kilos, j'en sais rien, mais il y en a qui ont de très gros sacs. Mais le minimum, c'est 7 kilos parce que à l'époque où j'étais, ils ne contrôlaient pas le minimum. Ah, Mais maintenant, c'est le minimum parce qu'il y déshydratation, a tout des gens ça, qui ont ouais. vraiment. Mm. Et ils trouvent toujours de l'énergie dans des poudres. Et, enfin, ils voulaient que ça soit cohérent, quoi. Mm. Donc, parce que les sacs devenaient de plus en plus petits. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment une course très connue, hein. Moi, quand je l'ai fait, on était 880. Maintenant, je crois qu'ils sont pas loin de 1500 ou 2000, je ne sais plus. Euh, c'est une course vraiment hyper connue. Et voilà, donc pour moi, c'est la première expérience. Et là, c'est la révélation. Quand j'arrive chez moi, je me dis, mais c'était fabuleux ça. Quand je reviens, je raconte ça. Déjà, la préparation, c'était dur. La course, c'était dur. Je fais 52e alors que j'étais même pas sûr de finir cette course. Mais vraiment, je dis, encore une fois, c'est une révélation. Et quand je rentre chez moi, j'ai envie de vérifier d'autres courses. Je me remets Qu'est-ce que à je peux faire chercher d'autre? qu'est-ce que je peux faire d'autre là. Voilà, j'ai fait des courses. Et puis là, je tombe sur des courses plutôt non-stop. J'ai dit, ça c'est encore nouveau, ça non-stop, c'est pas mal. Ça, il y a un départ, il y a un arrivée. Au milieu, tu te gères. Ça, c'est génial, c'est ce que je veux faire. Je veux tenter de faire ça, je ne sais Mm. pas si j'en suis capable. Et là, je suis allé sur les formats plutôt sans maïs. Sans maïs, c'est 160 km, donc des formats américains où il y a beaucoup de. Toutes les courses font, que ce soit la Diagonale des Fous, l'UTMB, tout ça, toutes ces courses font sans maïs. À peu près sans maïs, hein. Il y a quelques différences, mais on n'est pas loin. Et puis là, voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai fait quelques sans maïs et ça s'est plutôt pas mal passé en non-stop. J'étais même mieux. Jusqu'en 2009, comme tu le signales, en 2009, là, c'est la surprise. Pour moi, c'est la surprise. Faut dire que tu te challenges par la distance, quand même. Ouais, Pour voilà. donner une ordre d'idée, Voilà, donc on est passé de 100 miles, on est passé à 333, voilà. et comme son nom l'indique, 333 km. Et alors là, par contre, j'avais aucune certitude sur le fait que j'étais capable de finir une course comme ça. Parce que me dire, et je me suis dit dans la tête, c'est comme si tu partais de Toulouse et tu arrives à Bordeaux à peu près. Enfin, même Oui. de chez moi à Bordeaux, parce Ouais, que ouais. Toulouse, c'est un peu moins. Mais de chez moi à Bordeaux, carrément. Oula, mais avec des dunes, la Au chaleur. Maroc, Au faut le Maroc, ouais. préciser, en Ouais, ouais, c'est plus. au Donc, Maroc, ouais. Je connaissais par le marathon des sables, mais
Là, on était un peu plus au sud du Maroc, c'était à Mamid, le dernier village du Maroc, pas loin de la frontière algérienne, dans le désert, pas loin des dunes de Mamid, ce qui sont les dunes Chigaga, qui sont des dunes magnifiques. Enfin, non, c'est plutôt de l'autre, oui, c'est côté Chigaga, oui. Et c'était magnifique. Et là, j'avais aucune certitude. Là, je veux dire, c'était le 10e anniversaire. Moi, je voulais juste finir. Même si je suis un compétiteur, j'ai été vraiment, j'y allais avec modestie, encore plus que d'habitude. Et puis là, la surprise, quoi. Dès le premier soir, la première nuit, je me trouve devant. Je me trouve devant et je me dis, mais maintenant que je suis devant, je vais maintenir mon effort. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais je vais maintenir mon effort. Et, et chaque fois, j'accélère, j'essaie de maintenir toujours en rythme, j'essaie de ne pas marcher, je continue toute la nuit. À un moment donné, j'ai du réseau, j'appelle même chez moi, je dis, mais tu vas pas le croire, je dis à ma femme, je suis devant, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est incroyable, je suis devant. Et puis je continue, même l'anecdote dans cette nuit-là, d'ailleurs, j'arrive sur un poste de contrôle à la frontière algérienne. Et là, il y avait un militaire en faction devant sa cahute et qui me demande mes papiers. Je dis, mais c'est un moment surnaturel, mes papiers. Je suis sur une course, donc j'essaie de lui expliquer que je suis sur une course, que je suis le premier et qu'il faut absolument que je passe pour ne pas perdre de temps. Bon, il ne parlait pas trop bien français, mais il me dit non, non, papier, papier, papier. Et là, je dis, mais je vais. Et là, je me suis dit, c'est bon, là, tout le monde va me rattraper. Je regarde mon chrono et je dis, là, il faut que je signale que j'ai été arrêté tant de temps, quoi. C'est pas normal. Je lui dis, mais c'est pas possible. Et puis, donc, il était essayé de téléphoner à la radio au bunker qui avait juste au-dessus, et jusqu'au moment où il arrive à joindre quelqu'un, au bout d'un certain temps, il y avait plus de demi-heure qu'il essaye de le joindre. Et là, moi, je bouillais parce que j'essayais de gagner du temps sur les gens derrière. Je me suis dit, il va revenir sur moi, je vais être dégoûté là. Et puis, en fin de compte, le gars descend et moi, j'attends pas qu'il descende du bunker, j'y vais vers lui. L'autre qui me criait dans le dos, je me suis dit, pourvu qu'il me tire pas dessus quand même, parce que mais j'y vais, j'ai dit, et lui il parlait très bien français, j'ai dit, je suis sur une course. Ben, il me dit, je sais qu'il y a une course, on l'a vu, elle doit passer là. Ben, j'ai dit oui, mais elle ne peut pas me laisser passer. Il me dit, mais vas-y. Donc j'y vais, et là on aurait dit il me restait que 100 mètres à faire, quoi, alors que j'en avais pour. Il me Et restait. les demi-heures t'ont permis de te récupérer Ouais, du il me coup. restait peut-être 200 km à faire. Alors, je suis descendu à fond et puis je m'étais noté que j'avais perdu 45 minutes sur le poste et je me suis dit à l'arrivée, il faut absolument que les 45 minutes, ils me le répercutent parce que c'est pas normal. Enfin, je commençais à bouillir, quoi. Et là, j'arrive, je continue et en fait, ça se passe plutôt bien. Il n'y a toujours personne, mais je me retournais quand même régulièrement. J'avais aucune notion de savoir où étaient les gens derrière Hmm. puisque je voyais personne de Oui, tu savais pas l'organisation. s'ils étaient à J'étais 5 tout seul minutes ou 2 devant. heures. Les gens que j'arrivais au poste de contrôle, ils ne savaient pas me dire où c'est qu'en étaient les autres. Donc je ne savais pas, donc je faisais que me retourner de peur qu'ils me rattrapent. Jusqu'à 5 km de l'arrivée, il faisait super chaud. Et là, je vois un 4x4 de l'organisation qui arrive. Il me doule et l'organisateur, il ouvre la fenêtre. Il me dit, Thierry, il faut que tu te calmes. On n'est pas prêt? On n'est pas prêt. Non, c'est vrai, on n'est pas prêt. Ah Et on oui. n'a pas préparé l'arche. Les médias locaux, ils sont pas encore préparés. Enfin, il faut que tu rentres par l'entrée du village. Mais il me dit tout ça. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Je suis fatigué. Ça fait 55 heures que je suis d'effort. Qu'est-ce que je ne vais pas m'arrêter, moi? Il me dit ça, mais s'il faut, il est de mèche avec les. Là, il est peut-être de mèche avec les gens qui sont derrière. Ouais. Et comme je ne le connais pas, moi, cet organisateur, et moi, je continue. Hein, j'ai peur de me faire doubler. Et puis, je suis ma trace, en fait. Et bon, il me dit de passer dans le village, mais quand je suis au milieu du désert, savoir où est l'entrée du Ouais. village. Je suis passé une fois pendant qu'on attendait le départ. Je ne sais pas exactement où c'est. Et là, j'arrive, en fait, ils m'attendaient tous devant du village. Il y avait l'arche. Et le passage, la trace, elle était derrière l'arche. Et là, donc, il regardait devant. Et moi, je passe derrière. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Tu devais rentrer dans le village. Ben, j'ai dit, mais excuse-moi, mais je suis ma trace qui m'amène à l'hôtel, en fait. Il m'a mené à l'hôtel, la trace. Donc ça, c'était incroyable. Il a fallu simuler une Une arrivée. arrivée. J'étais crevé, mais c'est pas grave. J'étais tellement content d'arriver premier. Même là, à l'Arche, je me suis retourné hein, pour savoir si quelqu'un n'arrivait pas. Et en fait, j'ai eu 7 heures d'avance sur le deuxième, mais 7 heures. 7 heures En d'avance, ouais. comptant les 45 minutes? Ouais, en plus, En j'avais plus, 45 minutes. Je vais pas parler des 45 ouais, minutes. du Hein. coup, Là, je vais pas quand même dire, ouais, il faut me rajouter 45 minutes que j'étais au poste de coton. Et là, donc, on a travaillé la simulation avec tout le village qui était là et c'était un moment magique, quoi. Ma première victoire sur un ultra avec pas mal d'avance et en même temps qui est toujours d'actualité puisque le record en 56 heures, il n'a jamais été battu encore sur la 333. et le jour où il est battu, tu pourras Bon, dire, non, en fait, il était à 55h15. Ouais, voilà, c'est ça, je dirais ça. Et je dis, ouais, voilà, j'étais arrêté moi par l'armée.
Non, non, mais je pense qu'il va être battu, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et ça me fait toujours plaisir de le dire. Ouais, ça fait 15 ans. Ouais, ouais, ça fait quelques 15 années ans. maintenant. Ouais. C'est super. Voilà, donc très rapidement, après, j'ai continué sur la grande sœur de la 333 qui est là 555. Mais là, c'était pas 555 km, c'était 597 km en Égypte. L'année après, là aussi, c'est des moments magiques parce que, alors là, on franchit encore un cap, quoi. On est presque au double. Là, je me suis Oui, dit, j'avais parlé de chez moi à Bordeaux. Là, je m'étais dit, c'est comme si tu allais à Paris, à quoi. Paris, exactement, Et depuis avec des Toulouse. dunes. Alors, et ouais, et c'est pas rien de le dire parce que les dunes en Égypte, elles sont assez hautes. Et en plus, on suit toute la chaîne des dunes sur la course. Là, il avait fait un trait sur toute la chaîne des dunes. On passait sur le côté, mais il y avait quand même des belles dunes. Et là aussi, on finit à 3 devant en 5 jours et 23 heures. Euh, Là, c'est exceptionnel. Mais là, j'avais trouvé ça très très long. J'ai dit, je n'irai pas plus loin parce que c'est le pire que je puisse faire là. C'est vraiment trop long. Passer 5 jours d'effort par ces températures très chaudes cette fois-là, par contre. Et non, c'est trop dur. Donc voilà. Pour changer d'avis après, au Ouais, final. ouais, c'est ça. C'est ça. Comment tu trouvais ces ressources à ces moments-là, dans ce moment de temps? Parce que 7 heures d'avance sur la première dont tu parlais, sur 300 bornes, c'est énorme. Mhm. Comment tu trouves les ressources et cette énergie-là? Parce que quand même, Je, c'est un puissant fond, tu as l'impression que tu... je crois, j'en ai parlé ce matin en entraînement avec un copain. Et on en parlait de ça. Je sais pas pourquoi on est parti sur la 333 parce que lui, ça l'avait marqué parce que j'étais vraiment bien sec quand je suis rentré. Et puis, et je lui disais que justement, comme c'était ma première, j'ai C'était la rien première lâché. fois. Je faisais que courir, quoi. J'ai été tout le temps, alors je n'allais pas vite, hein, attention, hein, courir, c'est plutôt, c'était, on trottine un peu plus que trottiner, quoi. On courait pas très très vite, mais le fait d'être en continuel mouvement et de ne pas s'arrêter, de m'arrêter 10 minutes par pause de contrôle, c'était vraiment très peu. Je mangeais très rapidement, je repartais tout de suite, j'optimisais tout. Et c'est ça aussi qui a fait que je pense que j'ai fait un bon temps, quoi, cette année-là. Et c'est ce qui a fait le résultat. Et j'étais vraiment bien préparé en plus pour cette course. Ouais. Et donc la 555 en Égypte, que tu Oui. fais en 2010, première fois que tu l'as fait, tu finis premier. Ouais, premier à 3, on finit premier ensemble. Ouais, C'est ouais énorme, hein. génial. Ensuite, tu as un passage un peu plus calme avec Ouais. ce qu'on a évoqué. Et puis, tu as voulu te lancer sur des distances encore plus longues, puisque ton défi, c'est la distance un peu. Ouais, ben, oui, alors Notamment, c'est à contrario de ce que je viens de dire, puisque j'avais dit que oui, j'irais pas, mais bon, ça, faut oui, jamais dire effectivement, jamais. ouais, voilà, c'est ça. Et surtout quand on voit ce que j'ai fait après, mais c'est sûr que j'ai voulu encore voir autre chose et dans d'autres paramètres. Alors j'ai fait pendant quelques années des courses un peu différentes. Pas différentes, non. J'ai voulu faire les courses plutôt mythiques dans le domaine du désert, quoi. La Badwater aux États-Unis, le désert un des déserts le plus chaud. Donc, je suis allé sur plusieurs sujets en course dans le désert et je me suis dit à un moment donné, bon, mais ok, t'as fait un peu le tour, tu as eu de très bons résultats, mais euh, tu fais ça aussi pour te prouver que tu es capable de faire des choses et de te mettre en capacité de réussite. Et là, bon, ça marche bien, c'est bien, tu pourrais rester là et continuer, mais j'ai envie de voir d'autres choses, quoi. Et donc, en rentrant d'Oman, un jour, je rentre d'une course à Oman, 300 km, qui s'est bien passé aussi d'ailleurs. L'organisateur, il me téléphone, il me dit Thierry, si je te dis 880 km, 65 000 de dénivelé, tu me dis quoi? Je dirais, ça risque d'être un peu long et pas mal vallonné. Ben, tu auras le dossard numéro 1 sur la Transpyrénéen. Une course chez nous dans les Pyrénées, une course fantastique par le GR10, 880 km. Et je me suis dit, mais ça va être. Voilà, j'aurais toujours Ça, rêvé c'est de. un Ouais, challenge. voilà, ça c'est un autre challenge. Et puis c'est la Et à montagne, la maison. à la maison, la montagne. Le GR10, j'en ai toujours rêvé. C'est l'occasion de le faire en mettant un dossard. Là, je me prépare pendant 2 ans à cette course comme un fou. Et là, cette course a été un échec puisque j'étais devant avec un Suédois pendant très longtemps et à 300 km de l'arrivée, j'avais tellement des périostites qui me faisaient mal sur le tibia que j'étais contraint à l'abandon parce que ça devenait ridicule, quoi. Je descendais des côtes en marche arrière. Hmm. Enfin, j'avais tellement mal que je voulais continuer, mais c'était trop douloureux. Mais voilà, ça fait partie de l'ultra, quoi, De l'apprentissage. ben ouais, de se dire que ben, on ne réussit pas toujours, que quand on se regarde avec les autres, ben, il n'y en a pas forcément, tout le monde ne va pas arriver. Hein, je crois qu'il y en a un sur trois sur l'UTMB qui arrive.
c'est déjà pas mal, mais sur des courses que je fais, il y a peut-être 1 sur 5, 1 sur 10, quoi. Donc, beh, oui, beh, là, tu fais partie des gens qui n'ont pas fini, donc ça fera du bien aussi de te dire que il faut de voir pourquoi tu as pas fini. J'essaie d'analyser aussi pourquoi j'ai pas fini et puis après, ils l'ont refait, le je me suis réinscrit parce que je voulais absolument arriver au bout. Et pourquoi tu as pas fini? Bah, je pense que À j'ai pas part fait? fini parce que c'était à la maison Ah. et que, moi, je voulais vivre ça avec mon équipe, quoi. Donc, bah, tous les copains, j'avais dit, j'avais fait un cahier pour chacun qui passe dans les temps de passage, qui viennent m'aider dans une certaine zone, et puis, j'avais envie de communier avec eux chaque fois que je les voyais, mais quelque part, je usais de l'énergie en faisant ça. Mmh mh. Chaque fois, beh, quand ils étaient là, j'allais pas rentrer me coucher, moi, dans ma tente, j'étais plutôt à discuter avec eux, à essayer de partager. C'était le moment de partage. Je pense que j'ai usé beaucoup d'énergie. Alors la périodicite, ça vient pas de là, mais quelque part, si je me suis usé aussi en Ouais. faisant ça Tu étais plus et focus aussi. voilà, Tu étais j'étais plus pas dans ta focus bulle. sur l'objectif où là Mmh. tu ne discutes pas, tu essaies de rester très concentré, même si c'est long quand même, 880 kilomètres, mais j'étais plus concentré. J'étais vraiment, dans le partage et un peu trop dans le partage, je pense. Donc, fort de ce constat, je suis revenu sur la 2e édition et malheureusement l'édition, je m'entraîne comme un fou pour cette course et à 1 mois et demi du départ à peu près, l'organisateur nous dit, «J'ai pas les autorisations administratives pour la faire». On était 260 coureurs, on est un peu sous le carreau, on s'est préparé pendant des mois et moi je vais, ouais, c'est dur à vivre ce genre de choses et là, quand il me dit ça, on se dit avec quelques coureurs, beh, pourquoi on ne le ferait pas en off? Ben ouais, il y en a 80 qui mordent à l'hameçon et qui disent: «Bah, on le fait en off, on va mettre des dossards, mais là on partira pas du fort de Belgrade, dans le au Perthus, on fera l'intégralité. On fera l'intégralité, on partira de Banyuls et on ira jusqu'à Hendaye. On fera tout le GR10, puisqu'on n'a pas de dossard, on n'a pas c'est pas officiel, on fait ce qu'on veut». Donc on est 80, on s'est donné rendez-vous sur la plage à telle heure, telle et on est parti, on a fait une course. On a fait une course en off, mais nous on est partis, en course avec un dossard. Et là, j'établis le temps de référence du GR10, puisque c'était l'intégralité. J'ai établi le référence du GR10 en 12 jours et 4 heures. Mon objectif, c'était de finir vraiment, parce que Mmh mh. je voulais pas avoir un deuxième échec. Et là, on a fait autrement. Là, j'ai dit à mon épouse, ma seule équipe, ça sera toi. Et pendant les 4 mois de préparation, on a regardé les points de rencontre. On a déterminé les points de rencontre. On a dit: «Tu mettras la tente là, je m'arrêterai à tel point, je mangerai là». On a vraiment déterminé, on a Mmh. fait un provisionnel avec des possibilités de changer, mais on est resté quand même assez focus sur ce qu'on avait prévu et on savait, on s'était tellement entraînés ensemble qu'on n'avait pas besoin de trop se parler. Et donc, j'usais pas beaucoup d'énergie. Quand j'arrivais, on savait ce qu'il y avait à faire. S'il y avait quelques soins, on les faisait. Et puis moi, je m'endormais, je me relevais toujours. J'avais une régularité sur mon repos, voilà et ça matchait quoi. Ça a bien marché et voilà, j'établis ce temps de référence qui depuis il est battu, par Eric Lavery qui l'a pulvérisé en un peu moins de 10 jours. Je veux dire, beh, ou c'est bien, hein. Moi, je suis très fier parce que je me dis qu'un champion du monde comme lui de course de montagne est capable de venir sur des courses aussi longues, et voilà, qui fait ce genre de choses. Bien sûr, j'étais content d'avoir le temps, mais de référence, mais voilà, c'est lui qui l'a maintenant et il a pulvérisé, tant mieux. C'est une passation. Ouais, exactement. Après le GR10, tu as voulu repartir à l'extérieur? Ouais, Mauritanie? ouais, alors, après le Gérardis, le Gérardis déjà, je fais le tour des géants, tout ça, et puis je suis curieux, moi, je suis hyper curieux, donc je vais chercher sur les réseaux, j'essaie de voir une course Quoi faire, hein? ouais, quoi faire, Ouais. encore quelque chose de différent et qu'est-ce qui me donnerait envie de me challenger encore? Et là, je suis dans la vallée d'Aoste, en Italie, juste avant de faire le tour des géants et là, je trouve un truc, mais un truc incroyable. J'avais déjà vu un peu, mais là, je vais un peu plus précisément et je m'inscris sur une course, la Spine Race. Il n'y avait aucun Français qui l'avait fait. Une course en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, à Manchester, à côté de Manchester, sur l'épine dorsale qui est le Pennyway, en Angleterre. C'est 435 kilomètres au mois de janvier, comme on l'imagine bien, au mois de janvier, il fait En super beau, Angleterre? ouais, ouais, il fait super Parfait. beau, ouais. Là, principalement, j'avais de la crème solaire, quoi. Non, mais bien sûr qu'il faisait super froid, il y avait de la neige, il y avait de la pluie, on avait l'impression d'être un canard, on était dans la boue, dans la vase, enfin dans l'eau en permanence pendant une semaine. Et là, bon, ben, c'était extraordinaire. Je me suis dit, mais quelle chance, parce que effectivement, c'est particulier cette course. Elle est,
en plein hiver, avec le temps comme un vrai temps anglais, avec du brouillard. Mais on est capable de traverser des fois des ruisseaux, on a de l'eau jusqu'à la taille, déjà au bout de 10 kilomètres. Mmh. Je dis, mais en France, c'est impossible ça. Impossible. Donc, pour éviter ce ruisseau où j'en ai jusqu'à la taille, il m'aurait fait faire 25 kilomètres pour la sécurité. Alors que là, il y a du courant et tout, on peut être emporté, on a le droit de traverser. Mais j'adore ça, je me dis, mais c'est génial, quelle chance d'être là, quoi. Même si ça peut être dur, hein, je me dis, sur le moment, j'avais pas envie de traverser, être dans le froid, glacé, et puis continuer à courir derrière ça, c'est pas évident. Mais des fois, dans la nuit, j'étais en pleine nuit, j'étais sur des cailloux glissants avec des cascades juste à côté. J'ai dit, mais encore une fois, c'est fabuleux. On est dans un milieu naturel vraiment engagé. C'est super. Et j'étais vraiment très heureux. Elle m'a beaucoup marqué cette course. L'Aspen Race, au-delà du fait que j'étais le premier Français à la faire, mais depuis, il y en a eu plein qui ont eu envie de la faire. Mais par contre, j'étais vraiment très heureux de l'avoir terminé, quoi, d'être allé au bout. Parce que là, je dis, j'étais au bout, quoi. J'étais au bout, j'étais hyper fatigué en arrivant. J'ai même loupé le chemin à 10 km de l'arrivée. C'est les gens qui me suivaient qui m'ont dit, mais Thierry, ils m'ont envoyé un message en me disant, mais t'es plus sur le chemin depuis 5 km, il te faut revenir en arrière. Moi, je suis horreur de ça. Revenir en arrière, c'est un calvaire pour Je crois moi. qu'on l'a compris, ça. Ouais, ouais, ça. Et donc, je veux même couper. Heureusement que j'ai pas fait ça. Il me dit, non, reviens en arrière. Reviens en arrière. Donc, je suis revenu en arrière et j'ai fini en 14e position. Mais c'était pas ça le plus important. Le problème, c'est que L'affaire. j'avais réussi quelque chose, mais même que je me semblais pas capable de faire. J'étais pas sûr de pouvoir réussir. Encore une fois, même si je m'étais donné, je m'étais préparé pour ça. Mais Oui, mais conditions très différentes de ouais, tous les voilà, autres. c'était tellement Mmh. différent dans les conditions où j'étais que effectivement, c'était une course extraordinaire. Voilà, et bien sûr, ça ouvre le champ du possible après, parce que je rencontre justement un photographe juste après cette course que j'avais déjà rencontré qui parle très bien français. Il me dit, bah, Thierry, maintenant t'es prêt? Ben, t'es prêt à quoi faire? Ben, t'es prêt à faire le Yukon Arctic Ultra? Je dis, oui, je connaissais la course, mais non, non, je suis pas capable de faire ça. Je connais rien au froid, je sais même pas si je suis capable. Franchement, je m'en sens pas capable déjà. Mais bon, effectivement, il n'en fallait pas plus pour égayer ma curiosité. Quand je Donc, tu as rentre, été voir. ouais, je suis allé voir, ouais. Je me 2 suis, jours après, tu t'étais voilà. inscrit. Ouais. Alors, pas comme ça parce que voilà, il y a un cheminement pour s'inscrire, Mmh. mais pas loin, ouais, c'est pas loin. Donc là, je me dis, allez, j'ai 2 ans pour me préparer pour cette course incroyable. Dans le froid, mais est-ce que tu en es capable? Donc, je vais faire une course en Laponie finlandaise, hein, à Rovaniemi, le pays du Père Noël. Je vais une année avant, 150 km. Mais j'étais pas là pour la compète, j'étais là juste pour apprendre. Donc, j'avais Ouais, une tout luge à fait. énorme avec plein de matos dedans pour vérifier ben, en cas, parce que comme j'avais aucune notion, et j'avais pris beaucoup de vêtements, des couches et des surcouches, j'avais 3 paires de chaussettes, enfin, après j'ai eu les pieds tout blancs, enfin j'ai fait plein d'erreurs, quoi, parce que c'était la découverte. Voilà, donc bon, je fais 4e sur cette course, mais c'était pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai appris beaucoup sur cette course. Quand je suis rentré, j'ai noté tous les paramètres, j'ai croisé avec ce qu'on m'avait donné comme information d'autres coureurs. Et puis voilà, le truc est lancé. Et là, je suis à 1 an du Yukon, quoi. Il me reste 1 an pour de trouver toutes les solutions au froid, quoi. Et course de 1000 kilomètres. Non, c'était pas 1000. Celle-là, Là, c'était c'était combien? 700 km. 700. 700 km, oui. Bien sûr, il y a plusieurs distances, mais comme on me dit souvent, mais pourquoi tu choisis toujours la plus longue distance? Parce que quand je rentre chez moi, je n'avais pas mis de me dire, est-ce que j'étais capable de faire la plus Mmh. longue? Je vais directement, quand on peut le faire, parce que des fois, il y a des présélections, hein, comme Lydie Tarot, tu dois faire des courses avant pour pouvoir te qualifier. Et tu as fini premier. Et là, ouais, j'ai fini premier sur cette course. Oui, oui, là aussi, alors là, c'est plus qu'une surprise. Moi, j'y allais vraiment, alors beaucoup d'humilité, mais là, vraiment, j'avais aucune notion. Donc, moi, déjà, quand je voyais le nombre de personnes qui venaient sur l'édition et qui en étaient peut-être à 4-5 fois, ils n'avaient jamais fini, je me suis dit, toi, tu arrives, tu n'as pas trop d'expérience si ce n'est d'avoir fait une course en Laponie de 150 km. Est-ce que tu es vraiment capable de faire ça? Surtout que le jour du départ, il faisait moins 38. J'avais jamais vécu, même pendant le stage de survie, j'avais jamais vécu des températures aussi froides. J'avais même du mal à sortir de la cabane pour me mettre sur le point de départ. Je me suis dit, mais j'arrivais, jamais je vais finir cette course, c'est pas possible. 700 km dans ces températures, c'est très dur. Et puis en fin de compte, quand je me suis assez vite réchauffé, quand j'étais en mouvement, et là aussi, le premier soir, un peu comme en 2009 sur la 333, je me suis trouvé devant dès la première soirée. Et ben là, Tu as pas voulu lâcher. non, voilà, j'ai pas voulu lâcher. Et puis bon, je savais que c'était encore loin parce qu'il en faut du chemin, hein.
Elle a duré 9 jours, donc on était loin d'être arrivé. Mais je me suis dit, ben là, on va voir, je vais m'accrocher, on verra ce que je vais faire, ce que je suis capable de faire. Et je vais découvrir, mais aux avant-postes, donc c'est une expérience extraordinaire. Ah, c'est marrant parce qu'à t'écouter en tant que non-initié, je veux dire que ça paraît simple, mais ça paraît facile de la façon dont tu le racontes, alors que on ne se rend même pas compte des efforts extraordinaires que ça demande, parce que tu as parlé de 700 km. Après, on va avancer parce que à chaque fois tu fais des courses, tu finis premier. Premier sur l'Idil Tarot, tu en as parlé, sur Yukon Arctic, dans les 700 km, on en a parlé. Tu as refait en 2023 l'Idil Tarot, mais cette fois pas en 500, mais en 1000 Ouais, en fait, km. ouais, c'est la particularité de l'Iditarod. En fait, je suis allé à l'Iditarod parce que ben, Tu la le même prononces année, mieux que moi. ouais, Tu le prononces mieux que moi. ah, l'Iditarod, ouais, ouais, même je suis pas très bon en anglais quand même. Mais bon, l'Iditarod, c'est pas trop compliqué. Cette année-là, du Yukon, là, c'est mes 50 ans. Donc moi, je voulais me faire un super cadeau. Et le cadeau que je pouvais me faire, c'est de faire une autre course dans la même année. Et l'organisateur de la 333 et la 757, 55, pardon, Alain Gestin, il me téléphone, il me dit Thierry, je vais lancer la course la plus longue du monde dans le désert. Et elle va faire combien? Elle va faire 1000 km. Oh, super, j'adore. En plus, c'est l'année de mes 50 ans, 6 mois après le Yukon. Et là, j'ai dit, ben moi, tu peux m'inscrire, tu peux me mettre le dossard numéro 1, je viens direct, hein. Et donc, c'est ce que je fais. Et je gagne cette course 6 mois après le Yukon. Et là, j'étais super content de pouvoir faire cette course la même année et de me retrouver dans ce désert, quelque part, de me faire un beau cadeau, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour avoir interviewé des sportifs, ils expliquent que généralement tu as un momentum par an au maximum, tu sais, quand tu en prépa des JO ou de Mhm. grandes échéances, Ouais. tu peux performer sur plusieurs compétitions dans l'année, mais tu te prépares généralement pour vraiment un momentum dans l'année, parce que tu te conditionnes, tu te prépares par rapport à cette date-là. Et toi, au final, tu en as fait deux en 6 un an, mois. en 6 mois, Ouais, 6 mois. en 6 mois, et tu finissais de te préparer pour la première que tu savais pas que tu la deuxième. Ouais, je savais, si, juste, Ah, je l'ai su, ben, juste avant de partir. ok. Et ouais, il m'avait dit, mais j'en parlais pas trop parce que bon, il fallait pas se tromper d'objectif. C'est très bien ce que tu dis parce que c'est la vérité, quoi. En général, il faut pas se tromper d'objectif. Hmm. Et moi, l'objectif, c'était déjà le Yukon parce qu'il y avait un engagement, il y avait une dangerosité, quoi. Moins 40, c'est pas négligeable. Il y avait un gros accident l'année avant où il y avait un coureur qui avait été amputé des deux bras et des deux jambes. Donc, j'avais cette idée dans la tête, je le Ouais. connaissais, le coureur. Et, donc, j'allais pas parler de la Mauritanie dans le désert, les 1000 km, avant d'avoir fait ça. Donc, d'abord le Yukon, et puis après, ben, quand on a fait on sort d'une course aussi belle et d'avoir fait un si bon résultat, on a envie de suite de se projeter sur notre objectif. Et donc, après, ben, je me suis préparé. Donc, d'abord, j'ai la récupération. J'ai eu quelques mois de récupération. Donc, dans le premier temps, on ne fait rien. Et puis après, on Hmm. revient petit à petit. Puis là, on se dit, ben, maintenant, ça va être différent. On n'est plus habillé avec des doudounes, on va être en short et il va faire très chaud. Donc, ben, on se reprépare pour ça. Mais j'ai mis 6 mois pour me préparer, mais c'était limite, quoi. Ouais, c'est C'était très vraiment court. très, très limite parce que bon, c'est la tête plutôt qui limite les choses, hein. On est ses propres limites, mais c'est vrai là, parce que à un moment donné, je me suis dit, c'est dur, quoi, de se remobiliser pour après une telle course où je ne m'attendais pas vraiment à finir premier, hein, parce que là, Oui. j'étais 17 heures devant, hein, l'américain, donc là, on me l'aurait dit, j'aurais pas cru, quoi, je cru que c'était une blague, quoi. Et Sur une course en 5 jours. ouais, ouais. 17 heures sur une course en Non, 5 jours. à 9 jours, c'était 9 à jours, 9 celle-là. jours, ouais, c'était 9 C'est jours, ouais. énorme. Ouais, ouais, c'était beaucoup, ouais, c'était énorme. Et voilà, et donc Mauritanie, ben, ça se passe plutôt bien, hein, finir premier. Donc pour mes 50 ans, voilà, superbe cadeau. Et mes enfants, eux, ils ont décidé de me faire un autre cadeau. Je suis un fervent admirateur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, de Mike Horn. Donc ils me font rencontrer Mike Horn sur une conférence à Paris. Et là, quand je rencontre Mike, je lui parle de Yukon, que j'avais vécu quelque chose de magnifique, puisque lui connaît bien sûr le grand froid. Il me dit, maintenant que tu as fait ça, il te faut faire les 10 tarots, hein. Ah ben oui, bien sûr, il fallait 10 tarot, bien sûr, je l'avais déjà vu cette course, mais en plus si Mike me le dit, il faut le faire, hein. Donc je rentre, ben, je m'inscris pour les 10 tarot, mais sauf que les 10 tarot, on ne peut pas faire la plus grande distance comme j'aime faire d'habitude. Les 1650 km, on ne peut pas les faire directement. Il faut d'abord faire les 530 km. Donc ben, je m'inscris sur les 530. Et mon objectif, c'était de la terminer pour pouvoir Pour être être qualifié. qualifié. Ouais. Voilà, bon, je l'ai gagné aussi, mais c'était surtout pour la finir, quoi. Il fallait vraiment que je la finisse pour m'inscrire sur l'aboutissement, l'épreuve ultime. Pour moi, c'était vraiment c'était 10 tarot, quoi. Là, traverser l'Alaska, il faut s'imaginer, quoi.
Ce que font les chiens de traîneau, un attelage de plus de 10 chiens de traîneau, des fois, avec un musher, ils ouvrent une route une fois par an sur 1600 km. Ils rejoignent donc la capitale, hein, Anchorage, pour finir à Nome, qui est le dernier grand village de l'Alaska. Il y en a encore d'autres, mais ils sont plus petits. Là, on se dit qu'au milieu, c'est la nature, il n'y a pas grand-chose. Et il y a des motoneiges qui vont ouvrir pour que cette course, l'Iditarod avec ses chiens, puisse se faire. Une fois par an, ils ouvrent ça. Et nous, on a l'opportunité, la chance pour moi, mais je comprends bien que ce ne soit pas le cas de tout le monde, mais de pouvoir être sur ce chemin-là, ouvert. On a 35 coureurs sélectionnés, ont l'opportunité, que ce soit en vélo, en ski ou à pied comme moi, de pouvoir emprunter ce chemin sur les mêmes parcours que les mushers. C'est incroyable de se dire ça. Quand j'y repense, je me dis, mais quel privilège d'avoir vécu ça. Là, c'est de l'abnégation. On est en milieu naturel où là, ben, s'il y en a un souci, il faut se débrouiller par soi-même. Voilà, c'est un engagement quand même. Et bon, heureusement, j'avais quand même acquis de l'expérience sur plein de courses, notamment le Yukon, mais pas que, parce que j'étais parti aussi en solo sur le Kungsleden, qui est un GR assez connu en Suède, où j'avais fait la totalité du Kungsleden. J'avais dit à personne, enfin, bien sûr, mon entourage était au courant, mais là-bas, j'avais prévenu personne. J'avais fait la traversée. En général, ils font un ski. Moi, je l'ai fait en tennis, quoi. Avec des raquettes quand il y avait trop de neige. En vivant aussi des tempêtes vraiment terribles, où là, j'ai eu peur quand même, parce que c'était des tempêtes quand même assez importantes. Et là, ça m'avait donné quand même une confiance en moi, parce que j'avais vécu des conditions que j'allais peut-être revivre en Alaska. Et ça m'a permis de les Mm. appréhender aussi. Et De tu se étais dire, seul. voilà, et là j'étais seul. Alors que Ouais. là, on n'est pas beaucoup, hein, 35 sur 1600 km, on est vite seul, quoi. Et voilà, et donc je me qualifie, et en même temps je me prépare pour cette course avec beaucoup de précision. Et même si j'ai encore appris, j'ai énormément appris, hein. Savoir allumer un réchaud, je savais les allumer, mais quand tu es dans un chalet qui fait moins 40 dehors, c'est mieux de l'allumer à l'intérieur, ton réchaud. Sauf que si tu ne sais pas bien l'allumer, tu peux mettre le feu dans le refuge, et là, ça serait quand même ballot. Et donc, ben, moi, je l'allumais dehors parce que je ne savais pas bien l'allumer. Mm. Alors que tous les concurrents que j'avais, ils allumaient à l'intérieur, quoi. Et ça fait une réelle différence, quoi. Parce que quand tu es fatigué, que tu as fait 18 heures d'effort, c'est bien agréable de se dire je vais l'allumer à l'intérieur et le faire dans un Ouais. endroit chaud, plutôt que de revenir à moins 40, remettre des chaussures qui sont mouillées, se remettre dehors, se mettre au froid, allumer, faire chauffer ton eau et rentrer à l'intérieur. Ça fait une grosse différence. Chaque course pourrait faire un épisode à lui seul. En fait, dans les traversées, dans ce que tu as Ouais, vécu, parce qu'en plus, ce sont de longues courses ouais, sur plusieurs jours. Celle de tes 50 ans, tu t'es fait un beau cadeau. Tu ouais. étais content Ah ouais, ouais, de l'expérience que tu as vécue. ouais, ouais, bien sûr, ouais, mes 50 ans, c'était. Mes deux courses, c'est des moments qui sont gravés à vie, quoi. Ils sont gravés à vie parce que, ben déjà, par la distance, le Yukon, c'est quand même mythique. C'est une province du Canada, ben, comme l'Alaska, c'est pas très loin, hein, c'est juste à côté même. Mais dans des conditions de l'année où c'est là où il fait le plus froid, quoi. Et donc, quand il fait moins 40, ou même quand on passe, je m'endors et qu'à un moment donné, je suis enseveli sous la neige, et tu te dis, mais là, et que tu te lèves, tu vois plus de chemin, plus rien, plus de rubalise, et qu'il faut trouver ton chemin parce que sinon, ben, personne ne va te le trouver pour toi. Ben, c'est un engagement, hein. C'est chouette de vivre ça. Moi, enfin, moi j'adore parce que bon, il y a de la réflexion, il y a de la remise en question. Et puis il y a de la technique parce que ben, on trouve des moyens de trouver son chemin. Donc bon, ben, tout ça, c'est ce que moi j'essaye de mettre en œuvre toute l'année pour que ben, le jour de la course, ben, ça se passe bien. En général, ça se passe pas trop mal, mais ben, comme je dis tout à l'heure, il peut y avoir aussi des échecs. Mm. Il t'arrive de douter Avant, oui, beaucoup avant. Pendant, pendant non. Jamais. Très rarement. Très rarement, oui. Si, j'ai un doute quand j'ai une blessure que je me dis, est-ce qu'elle va me, est-ce que le degré de blessure que j'ai ne va pas me permettre ça m'est arrivé ça, d'avoir des blessures. J'ai eu une à 55 dès le troisième jour, j'ai eu une tendinite très importante. Je me suis dit, mais ça y est. Et là, on était trois, et quand ils ont su que j'ai eu la tendinite, ils ont accéléré un peu, quoi. C'est de bonne guerre, hein, il n'y a pas de problème, mais je me mettais en décalé derrière, je pleurais comme une madeleine, quoi. Je me dis, mais il faut que je tienne, il faut que je tienne absolument. Et puis au bout de 24 heures, la tendinite, j'ai pu, je sais pas ce qui s'est passé.
j'ai plus de douleur, j'avais plus mal. Est-ce que j'ai été bourré d'endorphines? Je ne sais rien. Le fait est que je me suis dit, mais à l'arrivée, tu vas avoir mal pendant au moins plusieurs semaines. Et puis non. Comme quoi, des fois, on a des douleurs qui arrivent comme ça. On se dit, ben là, ça va être la fin. Toutes ces années de préparation, ces années bah, de sacrifice, un peu quelque part, parce que c'est un engagement. Même si moi, je n'appelle pas ça de sacrifice, c'est plus ce sacrifice de se dire que ça fait beaucoup de temps passé. Hmm. Donc, si tu n'atteins pas l'objectif avec le temps que tu y as passé, tu te dis Tu vas nourrir des quel regrets, ouais. dommage, ouais, Ouais. tu as des Hmm. regrets. Mais donc, quand tu es blessé, tu te dis, bah, là, c'est dommage, j'ai fait toutes ces préparations pour rien parce que tu vas pas arriver au bout, tu vas pas franchir cette ligne d'arrivée. Alors, voilà, en général, ça passe. Mais voilà, et c'est la gestion du temps fort, du temps faible. Tout ça, c'est une gestion importante, quoi. Il faut pas négliger le temps fort parce que le temps fort, tu es un peu euphorique. C'est là Hmm. où tu vas te blesser. Parce que tu te dis, voilà, je suis en super forme, celui-là, je le dévale. Ouais, et puis là, derrière, T'es ben, moins tu vas avoir vigilant. ouais, tu es moins vigilant, tu vas avoir une douleur derrière, tu vas faire le mauvais pas de trop ou tu vas prendre un trou. Enfin, tu vas être moins vigilant, quoi, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que le temps fort est plus difficile à gérer que le temps faible. Voilà. Le temps faible, tu le sens, c'est juste dans la tête de te dire, allez, ça va, il y aura forcément un temps fort à un moment donné, quoi. Donc là, tu es dans la recherche de levier pour te continuer à te faire avancer. Et moi, souvent, ce que je me dis, écoute, d'abord, personne ne t'a forcé, je me parle à moi-même, hein. Personne ne t'a forcé, et en même temps, c'est quoi 9 jours dans ta vie? Pour le Yukon, par exemple. C'est quoi 9 jours dans ta vie? Tu claques des doigts, c'est fini. Mais tout ça, je me le dis. Je me le dis à voix haute, bien sûr, parce que comme il n'y a personne, ça a plus de sens de le dire à voix haute. Et puis des fois, heureusement qu'on n'est pas filmé, parce qu'on on me prenait pour des dingues. Mais je me le dis à voix haute, je me dis, ben, effectivement, c'est rien dans ta vie 9 jours. Donc tu vas tenir. Tu vas tenir parce que personne ne t'a forcé à faire ça et tu vas être tellement content après que ben, il faut tenir, hein. C'était ma question, comment tu arrives à tenir mentalement? Parce que ce sont des épreuves de Ouais. dingue où il y a forcément des passages à vide. Ouais. Tu as dû en connaître, même si Oh, tu... oui, bien sûr, des passages à vide, on en connaît tous, hein. On en connaît tous dans ce domaine-là. C'est ce que j'appelle tout à l'heure le temps fort et le temps faible, hein. C'est des moments où ben, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va et il faut trouver les leviers dans ta tête pour continuer à avancer. Alors, bien sûr, quand on se connaît, qu'on a un peu d'expérience, ben, on sait comment se parler, parce qu'on se parle. Enfin, moi, je me parle, du moins. Je sais pas comment font les autres, mais moi, voilà ce que j'ai dit, hein, je trouve des stratèges pour toujours avancer, toujours mettre un pied devant l'autre. Ouais. Un pied devant l'autre me permettra de franchir la ligne d'arrivée. Tu te motives à voix haute. Ah oui, oui, motive à haute. Je me rappelle à Mauritanie quand j'avais j'avais des aponevrosites sur les deux pieds. Donc c'est comme si j'avais des lames de rasoir sous les pieds. Et à chaque démarrage, pendant 20-25 minutes, le temps que le sang certainement remonte un peu au niveau des mollets, c'était une souffrance indescriptible. Et en plus, on était deux devant et j'essayais parce que c'était difficile je partais avant lui. Je m'arrêtais beaucoup moins que lui. Je repartais pour qu'il revienne sur moi Mm. très rapidement, quoi. Mais c'était des moments tellement douloureux et ça m'arrive, là c'était pour la 1000, hein, ça m'est arrivé au 400e kilomètre, donc j'ai fait 600 kilomètres comme ça, quoi. Où chaque démarrage, c'était une souffrance, quoi. C'est On me dit: «Mais pourquoi tu fais ça?» Ben parce que j'ai un objectif, je me prépare pour ça, je sais que c'est dur, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du sport, que je fais, de trouver des solutions malgré la douleur, et puis bon, je me prépare, j'ai un engagement, je dois arriver au bout. Ça, c'est important pour moi. Oui, puis on a l'impression vraiment qu'à partir du moment où tu as un objectif, rien ne te fera y déroger, quand même. Alors que j'ai un objectif, c'est difficile de me faire changer d'avis, ouais. Ouais, c'est quand je m'inscris pour une course ou faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très grave ou une grosse blessure pour que j'y aille pas, quoi. Et au-delà du mental ou de l'état d'esprit, si tu devais donner, alors sans avoir ce côté prophétie, mais des tips ou qu'est-ce qui pourrait aider quelqu'un, justement, Mmh. à faire en sorte que ses objectifs ne soient jamais intangibles et soient toujours l'objectif et la réalité finale? Alors c'est marrant parce que dans l'entreprise, ce que j'ai pu apprendre dans un groupe, c'est que: «Thierry, il faut que tu donnes des objectifs réalisables». Mmh. Déjà ça, c'était un bon point d'accroche, je pense. Déjà avant de se donner des objectifs, je vois tellement de choses qui sont peut-être alors je suis un mauvais exemple, hein. J'ai du mal à donner des conseils quand même, les tips, c'est difficile Ouais, pour moi. ouais, ouais. Parce que,
Je pense Oui, que je suis pas un très bon exemple. ta vie, il faut pas la refaire Ouais, non, non, voilà, je pense que ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour tout le monde, Exactement. mais quelque part, l'objectif réalisable, il me parle quand même. Parce que professionnellement, c'était important de donner des objectifs. Déjà, c'est bien de donner un objectif, mais s'il n'est pas réalisable, tu vas créer de la Mmh. frustration. Ouais, complètement. Et c'est pas ça l'objectif. Quand tu as un collaborateur, c'est pas de donner de la frustration, c'est de donner l'envie de recommencer ou l'objectif ou d'augmenter son objectif pour vérifier qu'il soit capable de faire autre chose. De se dire, j'y suis arrivé, j'ai atteint celui-là, donc je suis capable de faire peut-être un au-dessus. Tandis que si tu le mets directement sur un objectif qui est irréalisable, il va y avoir de la frustration et il va de la démobilisation. C'est obligé. C'est obligé. Et c'est pareil pour nous. Si tu fais une course, mais que tu vas de suite aller sur la 1000 sans passer par la 333, c'est un exemple parce qu'on en a parlé, mais ben, ça ne peut pas marcher. Parce que ton cerveau, il n'est pas prêt à passer ce cap. Moi, si j'avais fait ça directement, je suis sûr que ça n'aurait pas fonctionné. Parce que ce n'est pas, c'est pas le même engagement. C'est pas, il faut franchir des caps. Même si, encore une fois, je suis un mauvais exemple, je parle de cap à passer. J'ai eu besoin de franchir des caps pour arriver sur des distances très importantes. Et pour ça, le conseil, encore une fois, c'est de choisir, de bien cibler ce qu'on veut faire et de se projeter sur un peu qu'est-ce qui va nous motiver, même si on peut changer d'avis, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je m'étais projeté depuis quelques années, là, je me projetais sur des objectifs. Quand je parle tout à l'heure d'aboutissement, c'était peut-être un peu prévu dans mon planning Mmh. que je voulais atteindre cet objectif. C'était de faire une des courses les plus longues du monde, enfin la course la plus longue du monde. Et ça, c'était vraiment mon objectif. Alors après, que ce soit là, dans le désert, enfin, je ne savais pas où elle allait se faire, Mmh. mais c'était ça l'objectif. Et Et tu as fait bon, toutes les étapes et j'ai fait toutes les par petits étapes, pas, voilà. Et, enfin et par grands pas, te ouais, con ouais, et puis je profitais un peu aussi des résultats que j'avais pour me qualifier directement bien sur sûr. des courses aussi. Ça permet aussi d'arriver avec des facilités, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir. Il y a des courses, c'est facile, on peut s'inscrire pour n'importe qui, hein. Je trouve ça un peu dommage des fois parce que c'est délicat, mais il y en a d'autres, il faut montrer qu'on est capable de faire ça et pour assurer puis bon, pour nous mettre en sécurité aussi, parce qu'il faut faire attention, hein. Voilà. S'il n'y avait pas eu ce processus de qualification, est-ce que tu t'y serais pris autrement? Ben, s'il n'y avait pas eu, et là j'y ai pensé après, il n'y aurait pas eu ce processus de qualification pour l'Iditarod notamment, qu'il fallait faire le 530 avant le 1600. Je suis allé directement sur le 1600, mais Ah. ça aurait été une grosse erreur. Mmh. Grosse erreur parce que tout ce que j'avais appris au Yukon, c'était limite par rapport à l'Iditarod. L'Iditarod, il y a quand même un gros, gros engagement, hein. Il y a- donc je pense que ça aurait été un échec. Parce que c'est ce que j'ai vécu dans les 530 premiers kilomètres qui m'ont permis de pouvoir tenir les 1600 kilomètres. Parce que je connaissais déjà le début du chemin. Donc le début jusqu'au 530e, c'était le même. Donc après, Fallait le le reste, ça a répéter. été de la découverte, donc c'était Ouais, chouette. ouais. Mais j'avais besoin d'avoir quand même, que ce soit pas une découverte sur tout le long. Et puis, attention, c'est une course, contrairement au Yukon où là, jusqu'à tout, parce que l'organisateur il fait une liste tellement importante de choses à apporter que là il y a bretelles, enfin on est vraiment cadré quoi. Mais par contre, les tarots, tu fais ce que tu veux. Ils te disent pas une liste de choses à apporter. Tu prends ce que tu veux. Tu peux y aller avec un short si tu veux, par moins 40, tu fais ce que tu veux. Ils s'en fichent. Et en fait, c'est pas qu'ils s'en fichent, c'est comme ça, c'est la règle. Il dit par contre, si tu te sens pas capable de t'orienter, si tu n'es pas capable de ceci, ne viens pas sur cette course, elle n'est pas faite pour toi. Si tu veux abandonner, il faut savoir que c'est toi-même qui déclenche tes secours. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que tu appelles un avion sur zone et qu'il puisse atterrir dans l'endroit où tu es, mais c'est toi qui t'occupes de ça. C'est pas l'organisateur qui déclenche. Alors, si tu arrives à le joindre, il va faire le nécessaire, bien sûr. Mais à l'origine, c'est toi qui dois déclencher tes propres secours. Ça Oui. change toute la donne, Tu ça. pas de poste, C'est-à-dire que tous les gens qui se plaignent parce qu'au ravitaillement, ils n'ont pas l'eau pétillante qu'ils ont l'habitude de boire. Parce que j'en vois de plus en plus de ça. Des gens qu'il n'y a jamais, ça va jamais sur les organisateurs. Voilà, il ne faut pas qu'ils aillent sur ce genre de course, c'est pas possible. Ce genre de course, c'est bien qu'on revienne aussi aux bases. Arrêtons d'être tellement soulagés pour tout et de trouver toujours des responsables. Là, il faut à un moment donné se dire, bah, j'ai fait une course qui est engagée. Et moi aussi, j'ai un engagement vis-à-vis de l'organisateur, c'est de me mettre en condition de réussite. Donc, je me prépare. Voilà, parce qu'il y en a aussi qui vont sans faire le nécessaire. Ils croient tellement habitués chez nous, en France, d'avoir des courses
Je dis pas que c'est pas bien, hein, encore une fois, c'est pas pour juger, je dis qu'on est tellement Non, mais habitué. là, tu es face à Ouais, toi-même. voilà, là, tu es tellement habitué à avoir des courses où on te prévoit tout et les moindres problématiques. Dès qu'il y a un problème, on annule. Que ben voilà, tu en perds un peu de ton engagement personnel, quoi. Voilà, parce que et tu vas trouver plein de défauts à l'organisateur Hmm. parce que c'est pas parfait, quoi. Mais ouais, mais tout n'est pas parfait et c'est ce que je recherche. Tu, On a parlé tout à l'heure de ne pas faire comme toi, en voyant ton parcours. En fait, tu as eu une certaine capacité d'adaptation métabolique, de ce que j'ai vu sur toi. Est-ce que tu peux en dire plus? Parce que quand on voit tout ce que tu as fait, je vais pas dire surhumain, le mot Non, est parce un peu que galvaudé, non, je vais le dire mais c'est alors, rare. moi alors, quand je le dis, ça fait sourire parce que les gens ils croient que je veux minimiser ou je sais pas ce qu'ils croient, mais ils croient que c'est pas sincère. Mais moi je dis ce que je fais, tout le monde peut le faire. Mais je le dis, je le pense. C'est juste savoir si est-ce que dans ta tête, tu es capable d'accepter, Les sacrifices et les voilà, douleurs. l'engagement que ça Mmh, demande. mmh. Si toi, tu es prêt à accepter l'engagement que ça demande, physiquement, moi, je mesure pas 1,90 m, des épaules énormes, je vois que je suis dans des conférences et ils me disent après: «On s'attendait quelqu'un, de différent quand on avait vu un peu le teasing, de la personne qui allait venir, on s'est dit: "Mais ça va être un colosse", ah ouais, non, excuse-moi, j'ai fait 1,73 m, voilà, je j'ai pas de prédisposition, je suis pas un style éthiopien non plus, longiligne, non, non, je suis différent. Par contre, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je me donne les moyens et c'est ce que je veux dire par là, c'est que, il faut qu'on se donne les moyens de réussir. Si tu donnes pas les moyens, moi j'ai pas de prédisposition. J'ai aucune prédisposition naturelle. Je le dis et j'ai même j'ai des pathologies, j'ai 2 hallux valgus, à mes pieds, normalement quand j'ai vu un avant le marathon des sables, j'avais vu un rhumatologue qui m'a dit, «Pour courir maintenant, il faut des chaussures en fer forgé». Tout ça pour protéger mes hallux valgus. Bon, ça l'a fait beaucoup rire à lui, moi un peu moins, mais bien sûr que j'ai des douleurs, j'ai mal quand ça arrive. Mais ça m'a pas empêché de faire des choses derrière incroyables. Mais là aussi, c'est le taux d'engagement que tu veux y mettre. Il n'y a rien qui est infaisable. Et moi, encore une fois, j'ai pas de prédisposition. J'ai encore une autre pathologie. Je fais de l'asthme à l'effort. C'est paradoxal, mais je fais de l'asthme à l'effort. Quand je suis en crise par moment, je suis à 80%, un peu moins de 80% de capacité respiratoire. Et tu dis ça, les gens, ils ne me croient pas. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Je me soigne. Quand une certaine période, il faut qu'il y ait les allergies, il faut que je fasse attention, que je prenne un peu d'Innover pour un bronchodilatateur parce que j'ai ces problématiques. Donc, je n'ai pas de performance, j'ai pas une VO2 max incroyable, j'ai pas tout ça. Mais ça m'empêche pas de faire des choses, et là je reviens à un entraîneur que j'ai eu, Francis, il y a quelques années là et qui me disait: «Beh, tu trouveras, tu trouveras les distances qui te conviennent». Bon lui, il était loin d'imaginer que j'allais faire ce genre de choses, mais tu trouveras les distances, tu trouveras la course et ce qui te convient. Sois pas pressé, tu vas le trouver. Mais il avait raison. J'ai trouvé, moi j'étais pas fait là pour faire ni de l'athlétisme, ni du 1500, voilà, moi je suis plutôt, longue distance, je suis un tracteur, on démarre, après il faut qu'il tombe en panne d'essence pour s'arrêter quoi. Voilà, je suis plutôt ça moi, mais voilà, c'est pour ça que encore une fois, j'ai pas de disposition particulière. Alors bien sûr, il y a des gens qui arrivent pas à se réchauffer. Bon, ça, moi j'arrive à me réchauffer en mouvement. Bon, ça, c'est sûr que ça, c'est une problématique quand si tu as la maladie, par exemple, de Raynaud, comme mon épouse, bah, tu peux pas faire ce genre de course, c'est pas possible. Parce que sinon, on va t'amputer très rapidement. Bon, parce qu'il fait froid. Mais à part ça, il n'y a rien d'infaisable, quoi. Il n'y a rien d'infaisable. J'en suis la caricature, quoi. Tout est faisable. Pour n'importe qui. Même pour toi. Tu me croiseras pas de suite sur Émile Bornet, Je ça. sais. Alors, si, tu pourrais. Tu pourrais. Tu peux. Faut qu'on en reparle. On en reparlera. Du coup, on va continuer à parler de toi. Ouais. Ton prochain projet, puisque ça me tenait à cœur aussi de prendre le temps d'en parler. Ouais. Euh, Tu es une personne qui vit par chapitre, hein, Ouais. avec ses 15 années, puis le second bloc, puis là, tu découvres maintenant que tu es libéré de tes engagements professionnels. D'abord, cet autre Ouais. engagement Ouais. professionnel qui est un boulot à temps plein, Ouais. vraiment, on s'en rend compte. Ouais. Un tour du monde Ouais. avec ton fils Ouais. pour défendre une association en plus dont tu es le parrain. Ouais.
Je vais te laisser en parler parce que tu en parleras mieux que moi, Mmh. mais c'est vraiment un projet de vie, comme tu Ben ouais, l'expliquais. voilà, j'allais commencer par ça, c'est le projet d'une vie, c'est le titre sur mon bateau, mais enfin, c'est la phrase qui est écrite sur le bateau, mais elle résume bien la situation, c'est le projet d'une vie parce que même si je suis un compétiteur, maintenant que j'ai fait le tour, j'avais envie de vivre quelque chose de différent, hein. Et un tour du monde, ça m'a toujours fait rêver. Je me suis toujours dit, mais si je faisais un tour du monde, de quelle façon je le ferais pour qu'il me ressemble et qu'il me plaise et qu'il me donne envie qu'il me donne vraiment la patate à chaque fois que je le prépare. Et il fallait qu'il soit un peu particulier, hein. Me connaissant maintenant, tu peux comprendre. Et, euh, et voilà, donc il y a 2 ans, ça fera 2 ans là enfin même un peu plus que je regardais comment le faire, j'y réfléchissais. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien traverser un jour l'Atlantique à la rame. J'avais vu bien sûr des ouvrages, j'avais vu des gens qui l'avaient fait, donc je savais que c'était faisable. Et j'ai dit, moi, je connais pas du tout. Et encore une fois, ça sera la découverte de pouvoir se dire, est-ce que je suis capable de faire ça? Mais je veux pas m'arrêter là parce qu'au début, c'était que ça. Ma femme m'a dit, ouais, bon, ok, bon, tu vas faire ça pendant 2 mois, ouais, super. Ben, je dis, ouais, mais j'ai envie de continuer le chemin et de faire en même temps le tour du monde. Et voilà, donc l'origine était partie comme ça. Je devais partir tout seul et faire 20 000 km en vélo en partant de la place du Capitole à Toulouse. Voilà, faire un tour du monde et en même temps, et 5 000 km à la rame. Voilà, ça c'était l'origine du projet. Donc avant de choisir le bateau, il y a pas eu, je passe, parce qu'il y en aurait pour effectivement 3 épisodes pour parler de ça. Rien que quand on sait il m'a fallu 1 an pour avoir les certificats d'immatriculation de mon bateau. Donc je pourrais t'en parler, je peux écrire un livre sur l'administration. Tout ce qui représente l'administration tel Ouais. projet. Mais au-delà de ça, ce projet, il était personnel. C'est-à-dire, pour moi, c'était après l'aboutissement sportif, un peu la consécration de certaines courses que j'avais choisies, cochées dans mon calendrier. C'était le moment de me faire plaisir vraiment à 200%. Voilà, avec l'aval de mon épouse, parce que, bon, bien sûr, j'allais partir un petit moment et choisir le bon parcours. Donc, j'ai cherché énormément de parcours. Je voulais, à un moment donné, je voulais même passer dans les détroits de Bahreïn avec les luges en passant par Anchorage, le parcours, voilà. Oui, parce que Et là, tu as ouais, arriver en t'as Russie, une feuille mais blanche. Euh, ça le faisait plus. Ça le faisait plus avec les événements que tu imagines bien. Donc voilà, je suis parti sur un autre projet un peu plus light, mais qui m'a engagé quand même malgré tout. Et puis, j'étais sur une course au Maroc et mon fils, il me téléphone, il me dit, papa, quand tu rentres, il faut que je te parle. Je dis, oui, bon, je rentre. Il me dit, bon, ben, tu savais que je voulais te parler. Ben oui, vas-y. Je vais faire le tour du monde avec toi. Ah, ça, c'est impossible. C'est mon projet à moi, c'est personnel. Puis toi, en plus, tu as ton BTS, tout ça. Oh, ça, je me suis déjà renseigné, je peux décaler d'un an. Je dis, non, s'il y a quelqu'un qui décalerait, si jamais tu venais, c'est moi. Et puis, bon, on en discute. Et puis, je vois mon épouse, je lui parle de ça. Et puis, à mon grand étonnement, elle me dit, ben ouais, ce serait sympa, quoi. Ah bon, déjà, moi, je m'en vais, mais en plus, ton fils, il va s'en aller. Ah ben oui, bah, au moins, si vous arrivez à quelque chose au milieu de l'océan, vous serez deux, ça serait peut-être bien de prendre le relais. Alors donc j'ai dit à mon fils, ben, écoute, si tu veux venir, d'abord tu auras des 2 films. Le premier, ce sera celui de Gérard Daboville qui a traversé le Pacifique à la rame. C'est un documentaire de 44 minutes qui m'a bouleversé de voir comment Gérard, alors bien sûr j'ai grossi le trait, hein. Le Pacifique, c'est pas l'Atlantique sur la route sud, ni l'Atlantique sur la route nord, parce que ça aussi c'est terrible. C'est voilà. Et le Pacifique, lui, il a fait en plus dans des conditions, le premier à le faire. En plus, il a essuyé 3 typhons. Il a fait 36 fois, il a chaviré. Enfin, le documentaire est poignant, donc il le voit. Il y a celui-là. Et il y a un autre film que je veux que tu vois, c'est celui de deux jeunes Anglais de la City qui décident de partir du Cap, donc je sais pas si c'est en Finlande ou en Suède, enfin, dans les pays nordiques. Et ils descendent jusqu'à la ville du Cap en Afrique du Sud et ils font 18 000 km pour battre le record. Et ce que je voulais qu'ils voient, c'est pas l'effort des 18 000 km ni le record, j'étais loin de tout ça. Je voulais qu'ils voient la relation entre les deux, un binôme. voilà, en binôme, parce qu'il y en a un qui à un moment donné il prend peur sur la traversée d'un pays dont je me souviens plus. Et du coup, ben, lui, il saute ce pays en avion. Donc le record du monde, il est mort, puisqu'ils avaient partagé le matériel entre les deux. Donc il a perdu beaucoup de temps, la personne qui est restée à faire la traversée, lui en vélo. Hmm. Et je voulais voir surtout la relation qu'il y a eu entre eux après ça. C'est-à-dire que quand on a un objectif commun et qu'il y en a un qui est défaillant, la relation, elle est différente. Hmm. Et tout le trajet sur le film, c'est ce qui ressent, ce que j'ai ressenti,
c'est que la différence, il y a eu vraiment une Un avant, un relation, après. voilà, il y a eu un avant et un après, Mm. après cet événement. Et ce que je voulais pas qu'on vive ça ensemble avec mon fils. Donc, je lui ai demandé de regarder ce film pour ces raisons-là et celui de Gérard. Et quand il a vu, il m'a dit, ouais, ils étaient un peu durs, tes films, mais je suis toujours motivé pour le faire. Écoute, si tu es motivé, ta mère, elle est d'accord, donc ben, écoute, tu peux venir. Donc, on va se préparer ensemble et on va faire ça. Voilà, ben, lui, il a continué ses études, il a eu son BTS il y a 15 jours, donc maintenant, on est libéré de ses obligations scolaires, on va dire. Et il va pouvoir maintenant vivre l'entraînement avec moi pendant les 4 mois qui nous restent, et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Voilà, donc un projet incroyable parce que, bon, déjà, c'est un projet familial, c'est le partage. C'est un peu pour moi une façon euh, de profiter de l'expérience que j'ai pu acquérir pendant toutes ces années et d'être une sorte de transmission Mm. vis-à-vis de mon fils, de pouvoir, c'est le plus jeune hein, des trois garçons que j'ai. Et je pense que c'est avec lui s'il y avait un choix à faire, c'était avec lui qu'il fallait que je le fasse. Pourquoi? Parce qu'il est différent. On est vraiment très différents l'un de l'autre. Et que je pense que c'est lui qui en avait le plus besoin, carrément, pour Dans lui, son je pense. parcours. Ouais, dans son parcours, ouais, voilà, ça rentre dans les détails. Je pense que c'était avec lui que j'en avais plus le besoin de partager ça. Donc, bien sûr que ça m'anime au quotidien, même des fois si c'est dur de se dire encore des choses techniques à régler. Mais des fois, je me dis, ouais, mais ce que tu vas vivre, c'est quand même tellement exceptionnel que ben, ça vaut le coup quand même, même si c'est dur, même si tu te poses des questions. Si, bien sûr, là, souvent, quand on me pose la question sur lui, on me dit est-ce qu'il va être capable? Mais moi aussi, je me pose la question sur moi est-ce que je vais être capable? Parce que je ne me pose pas que sur lui. C'est un terrain nouveau, Ouais, les ouais, 5000 kilomètres de ouais, voilà, traversée. c'est pas anodin. En Mm. plus, la mer, l'océan, c'est pas notre terrain de jeu. Je connais rien, je n'ai jamais navigué. Voilà, j'apprends. Mais je me donne les moyens que ça marche, quoi. On fait des entraînements, même si c'est pas en conditions réelles, on essaie de comprendre déjà comment fonctionne le bateau, on essaie de se renseigner. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a fait avec le même bateau une traversée de l'Atlantique, qui nous aide hein, dans la programmation, dans tout ce qui est appréhender ce projet au moins sur l'océan. Voilà. Et puis pour le reste, eh ben, ça va aller, hein, parce que tu sois en courant ou que tu sois sur un vélo, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Tout ce qui est gestion de dormir, on va être très en mode très minimaliste. Et par contre, hein, quand on a une partie qui est avec assistance, puisque les États-Unis, on va le faire surtout sur la partie Seattle en plein hiver, et là, il va y avoir un peu de neige, ça c'est bien, ça me manquait un peu. Et après, tout ce qui est Asie, les 13 000 derniers kilomètres, là, on est en totale autonomie avec nos sacoches, nos gravels, les vélos de route un peu sportifs. Et là, par contre, oui, ça me parle. Même si c'est pas du vélo que je fais, ça y ressemble quand même un peu. Donc voilà. Et puis le but, c'est aussi de partager, d'essayer de dormir un maximum chez l'habitant pour ben, que ce soit aussi ben, qui se rendent compte, même moi, parce que je connais pas les pays qu'on va traverser la plupart, et même si j'ai beaucoup bougé. C'est l'occasion de pouvoir ben, voir un peu comment fonctionnent les gens. Qui sont loin de chez nous, leur culture, appréhender un peu toutes leurs problématiques qu'ils ont au quotidien. Ça, c'est bien de pouvoir discuter de ça, même si la barrière de la langue sera là. On a temps pour parler d'ailleurs avec une entreprise là, polonaise pour un appareil qui nous permettrait de pouvoir, hors réseau, pouvoir communiquer avec eux. On est en train de, voilà, parce que ben, chaque fois qu'on va changer de pays, il va y avoir des langues différentes. Et comme on veut discuter avec eux, ben, c'est toujours mieux de se faire comprendre. Et voilà. Donc il y a plein de sujets. Il y a le sujet de la langue, là, puis après il y a des sujets bateau, puis il y a des sujets vélo, et puis il y a des sujets culturels. Enfin, c'est un mélange de sujets, quoi. En quelques chiffres, donc tu as dit 25 000 km, 5 000 à la rame, 20 000 en vélo. Combien de pays traversés et combien de temps À peu prévu? près, je crois qu'on est, t'es à peu près à 14-15 pays traversés. Voilà, euh, au départ, pas beaucoup, puisque France, Espagne, après on va faire toutes les États-Unis, donc ça fait pas beaucoup. Mais après, quand on est en Asie, là, on va en avoir pas mal, hein, puisqu'on part d'Ulaanbaatar, on passer en Chine, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kazakhstan, mer Caspienne, Azerbaïdjan, Géorgie, Turquie, ensuite Bulgarie, Serbie, Croatie, Slovénie, Italie et la France. C'est Donc, bon. ouais, je sais pas Tu les compter, as mais je tous. pense. Ouais, je sais pas mal, ouais. Ouais, à force, je connais le parcours. Et la particularité, bon, ça, il a pris il y a 3 semaines, ou un mois à peu près maintenant. La particularité, c'est que les 250 derniers kilomètres, on va les faire dans mon sport.
puisque sur le chemin d'Allage, donc le fameux canal du Midi, sur ce chemin qui part de l'étang de Thau, du phare de l'étang de Thau, l'objectif, ça serait qu'on puisse finir les 250 km en courant. Je sais pas si Yann y pourra, c'est pas trop son sport à lui, mais moi, dans tous les cas, je voudrais le faire. Si ce n'est qu'il faut qu'on arrive avant le 4 juillet parce que c'est la fin des vacances, de la période scolaire et on veut vivre l'arrivée avec les élèves. Donc, si vraiment on était tendu, peut-être que je réduirais. Mais l'objectif de finir en courant, c'est que d'abord, c'est mon sport, c'est quand même c'est important. Et en même temps, tous les gens qui me suivent et qui ont envie de faire un tronçon avec moi ou la totalité auront la possibilité de le faire. Et c'est là aussi, c'est un moment de partage parce que je sais que déjà, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils viendraient. Et ça sera l'occasion de pouvoir, pouvoir discuter, même si, bon, on sera dans l'effort, mais voilà, on va le faire là où j'ai fait il y a quelques années, en 35 heures, je crois. Là, on va le faire en 3 jours ou 4, on verra le temps qu'on mettra, mais peu importe, c'est pas ça qui est important. Ça sera la fin pour arriver jusqu'à cette fameuse place du Capitole en courant. Et ça me tient à cœur. Départ de la place du Capitole, arrivée à la Place place du du Cap- Capitole à Toulouse, Voilà, départ le 8 novembre 8 novembre, 2024 sur la place du Capitole à à midi. midi. Voilà, Voilà. ça c'est important. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? À propos de ce parcours-là, donc c'est 8 mois quasiment 8 mois, oui, ouais, c'est ça. d'expédition. 8 mois. Oh, ben, pour choisir 8 mois, c'est pas compliqué. On est parti, on a fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que on est parti de la fin de l'école, 4 juillet 2025. Si je ne me suis pas trompé, c'est ça, 4 juillet 2025. Et Vaut on mieux pas. avait 100 jours pour faire les 13 000 derniers kilomètres, 60 jours pour faire, voilà, on a plus les temps de transfert, on a tout découpé pour arriver au 8. Voilà. Donc on a essayé de faire, en comptant quelques aléas, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, Mm. parce que déjà ça va être tendu pour y arriver. C'est vraiment l'objectif. Maintenant, si on n'y arrive pas, ben, c'est juste dommage parce que j'ai vraiment envie de faire ce programme avec les enfants. Sur cette période-là. Donc, j'espère qu'on va pouvoir partager l'arrivée avec eux. Mais bon, si on n'y arrive pas, c'est on aura peut-être, on sera trompé ou qu'il y aura une blessure un peu plus importante que prévu. Mais c'est juste ça. Oui, tu l'as dit, il y a tout un écosystème autour de toi. Donc il y a l'association, on va en parler, il y a le but Ouais, de transmettre et de partager avec les enfants. ouais. Donc tu as associé des écoles autour de ce Oui, c'est ça, ouais. projet-là. Ouais, ouais. On a associé, il y a à peu près 600 élèves qui vont vivre à divers niveaux, puisque en général, moi, j'étais beaucoup dans les écoles primaires parce que je trouvais que c'était la tranche d'âge qui sont hyper réactifs. Mais là, on a voulu changer parce qu'il y avait aussi le fait qu'il y ait Yann, mon fils qui a 19 ans actuellement, et je pense que pour aussi pour des ados comme au collège, c'était bien aussi de voir ce rapport avec le père et le fils, un engagement. Donc ça me tenait à cœur aussi de les associer à un collège, le collège de village à côté de chez moi, Haute-Rive. Et donc ça c'est bien. Et puis voilà, donc le reste c'est des gens qui me suivaient, des écoles qui me suivaient déjà depuis un petit moment. Et ça se passe déjà très très bien depuis des années avec eux. Et il y a vraiment une relation qui s'est créée. Et puis moi j'en ai besoin aussi, je trouve que c'est bien parce qu'ils sont pertinents aussi dans leurs propos. Souvent, ils me posent des questions que des adultes ne me poseraient pas, mais qui m'interrogent sur des choses que je n'avais pas pensées. Et ça, je trouve ça chouette de pouvoir faire ça. Et puis l'association, c'est effectivement Kaolamuko, c'est une association qui œuvre pour les malades atteints de mucoviscidose, hein. Et en fait, le but de l'association, c'est de faire vivre les rêves de ces malades. C'est-à-dire ils ont un rêve et Kaolamuko essaie de les financer, dans la mesure du possible, bien sûr. Et donc, nous, on va ouvrir une cagnotte en ligne. Je suis pareil, oui, comme tu le soulignais, mais le plus important, c'est que je vais ouvrir une cagnotte en ligne pour justement notre projet, pour récolter un maximum d'argent pour ces malades-là, pour que ils puissent vivre leurs rêves, comme je dis, et que nous, on soit un peu si on peut les aider, ce serait bien. On mettra toutes les coordonnées dans tous les cas Ouais, dans génial. ce l'épisode Merci. pour essayer à notre niveau de transmettre les informations. Comment on peut vous suivre sur cette Alors, aventure-là? on est sur les réseaux, même si je suis assez loin de ça, moi, mais je suis quand même de plus en plus. On va être sur les réseaux, donc sur Insta, sur Instagram, et sur Facebook et sur TikTok. TikTok, c'est mon fils là, par contre, qui s'en occupe. Voilà, TikTok, bon, lui, c'est rigolo ce qu'il fait, donc je rigole bien de le voir un peu, voir comment il le vit lui aussi de l'intérieur. Donc ça, c'était bien. C'était lui. Il faut aller très facilement sur World Tour with Dad. Oui, Dad. Donc, Tour du monde avec papa. World Tour avec Dad, c'est son idée à lui. Et je trouvais ça chouette. Et voilà, donc qu'on se mette sur n'importe quel réseau social,
on dit Walter with Dad et on tombe sur nous et on pourra suivre notre aventure. Alors, on va vraiment beaucoup communiquer puisque c'est le but aussi de ça, c'est beaucoup communiquer et partager. Donc on commence un peu, on démarre gentiment, mais plus ça va s'approcher de la date, plus on va communiquer pour essayer après nous de vivre au quotidien. On a mis aussi des produits sur nos bateaux. On a une antenne Starlink qui nous permettra de pouvoir communiquer, à part qu'on ait une avarie, mais sinon c'est prévu qu'on communique justement à l'aide de cette antenne, envoyer des images, faire parler de notre quotidien, que les gens un peu puissent voyager aussi par notre billet. Donc ça, c'est chouette de pouvoir communiquer. On essaiera de faire des points d'étape de Ouais, temps ouais, en temps chouette, si ouais, tu veux. ouais, avec grand Pour plaisir. poursuivre votre Ah parcours ben des ouais, avec grand mini-podcasts, je plaisir. sais pas, il faudra peut-être qu'on trouve un Ben, on truc. pourra aussi sur le... Bon, ça, c'est sur les réseaux. Après, on mettra un lien sur le réseau. Il sera quand même facilement identifiable puisqu'on aura une balise Garmin Inrich qui sera... ça sera la même que sur le vélo, parce qu'elle est très petite et très autonome. Je l'utilise déjà depuis un certain temps. Et là, c'est le nouveau modèle que Garmin m'a envoyé. Et ça, c'est un bon produit qui va nous permettre de pouvoir être vu et d'être suivi. On pourra nous traquer tout le long pour savoir où on se trouve. Ça, c'est bien aussi, c'est un moyen. Ça, j'ai trouvé ça aussi chouette dans mes courses. Les gens se prennent au jeu de pouvoir nous suivre. Là, il n'y a pas de course, on n'est pas face à d'autres, mais on nous voit évoluer de temps en temps. On se pose la question, dans quel pays il est, voilà, on verra où on se trouve. Ou alors sur l'océan, il n'a pas trop avancé aujourd'hui. D'ailleurs, une mauvaise mer, des vents contraires. Voilà, ça pourrait arriver. On essaiera de suivre tout ça Mais avec merci. beaucoup d'attention et essayer de faire des points d'étape. On verra comment, mais ça peut être chouette de se donner un rendez-vous et dans tous les cas un rendez-vous après aussi. Ouais, bien sûr, avec grand Ce sera plaisir. l'occasion de débriefer, que tu racontes toute cette histoire et peut-être qu'il y aura le fiston Ah, ben avec j'espère, toi, oui, comme ça oui, ce sera ouais, 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 un vrai partage entre vous, tout à fait. un vrai témoignage, un retour d'expérience là-dessus. Euh, on arrive sur la fin de cet épisode. Juste quelques questions. Comment toi tu te définirais en quelques mots, en 3 mots, maintenant que l'on en sait plus sur Alors, toi? moi, je pense que je suis un passionné. D'abord, ça, c'est une évidence. Quoi que je fasse, on a parlé d'entreprise, mais je pense que l'énergie que j'ai mis dedans, Hmm. c'est la même énergie que je mets maintenant dans de mes projets. Donc, je suis un passionné et quelqu'un de assez perfectionniste quelque part parce que j'essaie de trouver. Alors, au grand désarroi, des fois, des gens me disent, ouais, mais il t'arrive pas grand-chose sur tes trucs, donc il n'y a pas d'exceptionnel. Je m'en fiche. Moi, je fais pas ça pour avoir de l'exceptionnel. Je fais aussi ça parce que il va y avoir forcément y avoir des choses difficiles à vivre. Donc, si je peux diminuer un maximum l'effet de surprise, ça sera bien. Ou savoir qu'est-ce que je vais faire quand il y aura des moments difficiles. Ça c'est mieux. Et voilà. Donc, moi, je suis un passionné avant tout. Et puis voilà. Moi, un passionné, c'est bien, hein. Ça me définit bien, ça. Et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que on en discutait tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir comme ça de doute, comme on l'a dit, c'est parce qu'aussi tu as ton plan A, B, C, D, E, Ouais, qui te c'est ça. permet vraiment de tout Ouais, anticiper. ça, c'est vraiment ce qui me caractérise vraiment. Là, c'est d'avoir, de me projeter sur toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir. Voilà, si m'arrive ça, ça m'arrive souvent dans la nuit, là, je pense, s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour pallier à cette Mm. problématique du moment? C'est pour ça qu'effectivement, j'ai mon plan A, B, C, D. Voilà. Et n'empêche que j'aurai forcément des choses différentes qui vont arriver, mais si on se prépare déjà comme ça, avec une organisation, déjà, on a moins de choses à gérer Mm. sur le moment et on le vit peut-être plus pleinement. Enfin, moi, c'est mon fonctionnement, hein. Il y a des gens, j'en côtoie suffisamment pour savoir qu'il y a des gens, ils arrivent en course, ils n'ont rien préparé, ils préparent tout sur la course, quoi. Moi, ça m'est impossible. Moi, je suis hyper organisé. Ils sont pas perfectionnistes. Non, non, mais c'est pas pour ça que c'est pas bien Ouais, ce qu'ils ouais, font. tout à fait. Je les juge pas. Il faut faire comme on est. On a chacun notre caractère, hein. Ça les empêche pas. Certains, ça les empêche d'arriver, mais d'autres, ça les empêche pas d'arriver. Mais certains, oui, il doit y avoir un peu plus de rigueur et ils se posent souvent des questions, mais pose-toi la question que si tu prépares pas, c'est des courses tellement exigeantes qu'il faut essayer de préparer un maximum. Et alors là, n'en parlons pas pour le Tour du Monde. C'est une préparation. De 2 ans, Ouais, tu de vas deux dire. ans, ouais, 2 ans. Là, en ce moment, c'est plein temps, hein. Enfin, depuis un certain temps, c'est plein temps. Et sans compter, c'est 7 jours sur 7 hein, à bosser. Alors, à bosser, c'est pas travailler pour moi, ça. C'est du plaisir. Mais quand même, des fois, il y a quelques contraintes quand même.
parce que quand on travaille, j'ai dit par l'immatriculation, mais quand on est sur des sujets administratifs qu'on n'arrive pas à faire avancer parce que on n'a pas les tenants aboutissants, ou quand on a besoin d'aide sur des sujets nautiques et qu'on n'a pas les bons interlocuteurs parce que on n'a pas déjà tout, on connaît pas tout. Donc déjà, c'est des domaines que je connais pas, que je découvre. Et donc déjà, il faut savoir poser les bonnes questions. Et pour avoir les bons interlocuteurs, il faut savoir déjà appréhender la question. Et ça, c'est pas évident, mais au final, on y arrive. Encore une fois, c'est de l'énergie, c'est beaucoup d'énergie, mais l'énergie me permet aussi d'y arriver, quoi. Hmm. Il faut juste pas me manquer, quoi. T'es passionné. Ouais, ouais, Donc, à fond. ton dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur, ouais, j'ai tellement focus sur ce que je fais en ce moment que j'ai du mal à avoir un coup de cœur actuellement qui sorte du tour du monde, quoi. C'est même obsessionnel en ce moment. C'est plutôt pour l'entourage que c'est dur parce que donc mais coup de cœur, non, je veux dire, dernier film là que j'ai vu là, c'est, avec les handicapés qui est comment Un il petit s'appelle? truc en Un plus? peu de tout en plus. Ouais, c'était bien sympa, ouais. Peut-être aussi parce que mon épouse, elle travaille dans une association, d'adultes handicapés, et donc on était allés le voir ensemble, et elle, c'est son quotidien, et donc elle était plus touchée que moi, mais bon, moi j'ai bien aimé, voilà. C'était peut-être mon coup de cœur, ouais, c'était bien sympa. Ça résonnait encore plus du Ouais, coup. ouais, tout à fait. Quel est ton plus grand rêve, si tu en as encore, hein? Ah, ça, comme dit mon épouse, alors là, le problème avec toi, c'est que c'est toujours le rêve de ta vie, mais et tu en trouves toujours un autre. Ben Et oui, voilà, donc j'en ai, mais je peux pas les divulguer là, parce que si je les dis, elle va l'apprendre, c'est pas bon. Et j'ai encore quelques petits rêves encore dans la tête, mais voilà, faut pas tout sortir d'un ah coup, non, non, faut mais pas non, mais rentrer. j'aimerais bien quand même, faire, toutes les États-Unis, mais toute la partie sud et toute la partie partir d'Ushuaïa et arriver en Corrèze en vélo, ça serait, ça c'est déjà fait, et ça par contre je pense que ça serait un moment magique, parce que faire toute la côte, déjà c'est très long, et en même temps, ça doit être tellement dépaysant, de se dire qu'on a une variation, météorologique, et en même temps, ça doit être des paysages, complètement différents, dans certains endroits. Que ça, ouais, ça me plairait bien, ouais, ça j'aimerais bien, le faire, hein. Mais d'abord, on va commencer par, ce tour du monde qui va déjà me prendre beaucoup de temps. Tu es une personne humaine, passionnée et à cœur dans un collectif. Quelle est la dernière personne inspirante que tu as rencontrée dans ta vie? Qui t'a marqué? Qui m'a marqué dans ma vie, que j'ai rencontré en plus. Mmh. Qui m'a marqué, oui, bon, on en a parlé déjà de Mike Horn, mais bon, ça D'accord. fait quand même un petit moment, c'était 2019, ça passait. Entre-temps, j'ai rencontré des gens, là, ça me vient pas, inspirante, non, là, ça me vient pas, pourtant j'ai rencontré des gens. Je sais pas. Là, je sais pas te dire, mais il y a forcément des gens que j'ai rencontrés qui étaient très inspirants, mais là, ça me vient pas sur le moment. On reste sur Mike Horn. Ouais, sur Mycorn, ouais, c'était pas mal, ouais. Si tu prends du recul et que tu te vois enfant ou ado, qu'est-ce que tu te dirais? Je me serais jamais vu, ultra trailer, même, ado, et même, dans ma vie d'adulte, hein. Je J'aurais jamais cru que ce soit possible de faire, des choses comme ça. Donc, c'est chouette de l'avoir vécu, et encore une fois, ça permet, de se dire, tout est possible dans la vie, encore une fois, c'est pas un vain mot de se dire qu'on est tous capables, parce que enfin, c'est pas une fin en soi non plus, attention, Mmh. hein. Je dis pas, Bien sûr, tout le bien monde sûr. doit devenir comme ça, et loin de là, parce que je pense qu'il y a des choses plus intéressantes ou aussi intéressantes dans d'autres domaines, et ça, il y a aucun problème. Déjà, tu veux Mais que je fasse 1000 bornes ouais, là? oui, mais tu vas y venir, je vais t'inscrire. Tu vas faire comme moi, je vais t'inscrire, après tu viendras. Et ensuite, mais par contre, non, ouais, ado, comme quoi, la vie vaut d'être vécue, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer, que des fois, quand on est, pas bien, ça peut arriver, moi j'étais bien, hein, y a pas de problème, mais des fois on n'est pas bien, dans sa vie d'adolescent, c'est un passage difficile dans la vie, Mmh. des fois, il y a des gens qui basculent, sur, de la dépression ou pire. C'est dommage, parce que, c'est un peu la gestion du temps fort et du temps faible, mais là, c'est l'émotion de cet âge qui est un peu clé, je pense. De se dire, que plus tard, on peut peut-être vivre des choses, merveilleuses, donc ça vaut le coup de patienter un peu,
et de se dire que demain sera meilleur, quoi. Tu lui dirais quoi du coup à l'enfant? Crois en toi? Ah oui, oui, crois en toi, ouais, ça c'est clair. Ça, c'est par contre ça, crois en toi, ça c'est il faut que tout le monde croie en soi. Parce que mais on n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires, encore une fois, hein. On peut faire aussi des choses, basiques, banales, mais des choses qui nous font super plaisir, quoi. Voilà, c'est comme quand on dit, enfin alors moi j'ai fait des courses, encore une fois un mauvais exemple, de faire des courses, un peu partout dans le monde, un peu extraordinaires parce que j'ai eu la chance de pouvoir me qualifier, enfin pour moi c'était une chance, mais on peut faire une aventure, très proche de chez soi. Pas besoin d'aller, gravir l'Himalaya ou, avoir descendre la rivière Yukon pour être, un super aventurier. On va sur la Dordogne, on fait l'Agneto, déjà c'est une belle aventure. Je veux dire, on a des choses, tout le monde a quelque chose près de chez soi où il peut vivre, des choses fantastiques. Il faut juste, se mettre en condition, de le faire quoi, de se dire: «Allez c'est bon, maintenant je vais le faire». Si on en a envie, encore une fois, hein, si on en a envie, mais arrêter de se freiner sur des sujets, quoi. C'est pas possible. On peut tout faire. Et quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie, dans ton parcours? Ben le conseil que j'ai dit tout à l'heure, hein, tu vas Ouais? trouver forcément ta distance. Ça, c'était un bon conseil parce que effectivement, j'avançais pas, je me dis: «Ouf, c'est vraiment pas pour moi ce sport». Et puis en fin de compte, ouais, ça c'était un bon conseil, ouais, c'est un conseil comme ça. Après, pas eu forcément des conseils, c'est plutôt des conseils, moi, on m'a toujours trop donné de conseils pour me freiner, quoi. Et ça, c'était pas forcément ça m'a un peu excité, moi, par moments, mais ça m'a pas, juste quand je me rappelle quand je devais faire le marathon des sables, on m'a souvent dit, «Bah, Thierry, ne fais pas ça, tu vas voir, tu vas revenir différent», les gens, ils connaissaient pas, quoi. Mais c'est parce que dans leur imaginaire, être dans le désert pendant 250 kilomètres, quand je vois ce que j'ai pu faire après, je me dis: «Mais pourquoi ils m'ont raconté ça, quoi?» C'était pas non plus, voilà, il y a des choses, bien plus dures que faire ce genre de choses. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'on a tout évoqué? Ouais, on a dû oublier, bah, parce qu'il fallait faire quand même, sinon on peut rester 3 jours, hein, à en parler, de chaque course, Tu mais vas prendre du retard sur ouais, ta prépa? voilà, c'est ça. Je voudrais pas, Et oui, puis de je sais pas si tu as autre chose à faire, donc mais sinon, ouais, non, on a évoqué le principal de ma vie, en général, parce que souvent on parle de la partie sportive, mais effectivement, on a parlé au début de la partie professionnelle qui a été aussi l'apprentissage pour être plus performant, sportivement, dans l'organisation, je dirais, au moins. oui, c'est ce qui est intéressant, c'est Ouais, de parler du parcours de vie de la personne mmh, et essayer d'inspirer à travers ces différentes étapes. ouais. Donc, merci à toi Ben de t'être merci, prêté, merci de au jeu, Thierry. l'invitation, c'était un réel plaisir. Un plaisir partagé. On te retrouve donc pour cette traversée, Mmh, ton tour du monde à toi ouais, et à ton fils, à partir du 8 novembre ouais, c'est ça, à Place du Capitole à Toulouse à à 10 midi. heures pour un départ à midi, si je dis pas Exactement, de tu bêtises. as tout compris. Je connais mieux le programme que toi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, je vois ça, ouais. Donc rendez-vous au Capitole le 8 novembre. On te suivra d'ici là d'une façon ou d'une autre. Et puis on se donne Merci, rendez-vous avec ton fiston pour se faire le débrief, que j'espère, hein, extraordinaire de votre parcours. avec grand plaisir. Et je te dis à très bientôt. Merci à Merci, toi. au revoir. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré. À bientôt.